Bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entreprises et aux entrepreneurs qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, crowdfunding, tokenisation, travaux, mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour connaître leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif sous deux formats. Un accompagnement en 8 sessions, on vous prend par la main pour investir, ou sinon de manière clé en main où on recherche le bien, on fait les travaux, on meuble et on gère pour vous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leurs craintes, leurs peurs, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-nous dans cette conversation. Bonjour à tous. On est des millions d'auditeurs, des millions de vues sur YouTube. Je suis en présence de Joris Crouzil. J'ai bien prononcé ? Tu as bien prononcé. Bon, parfait. Donc, on enregistre le podcast du Grenier avec Joris, qui est coach immobilier, marchand de biens, business angel. On a un peu parlé. Aussi. Donc, je ne sais pas si tu voudras en dire, mais ce serait bien d'en dire 2-3 mots. Et en fait, pourquoi j'ai voulu avoir Joris ? Donc, grâce à Maxime qui nous a fait une intro. Et il est vrai que sur le podcast, il n'y avait pas trop de coach, de marchands de biens, mais surtout, apparemment, avec les valeurs qu'on a communes. Et je voulais un peu creuser ton expérience, creuser un petit peu ce que tu fais, on va dire, pas au quotidien, parce que tu m'as dit que tu étais souvent en vacances. Donc, mais bon, je pense que ça, c'est un peu, comment dire, tu bosses, quoi. Je veux dire, et puis bon, si tu es en vacances, c'est que tu as corvé avant. Bon, bref, voilà. Exactement. Donc, du coup, j'ai l'habitude de dire... Donne-moi ton état civil, mon cher Joris. Dis-nous qui tu es, nom, prénom, âge, profession. Ok. Déjà, merci Mickaël pour l'invitation. Donc, Joris Crouzil, 34 ans donc aujourd'hui, en 2024. Et aujourd'hui, multicasquette en termes de profession, base ingénieur chimiste. Ouais. Puis maintenant, surtout investisseur immobilier, marchand de biens. Et comme tu le disais, un peu chef d'entreprise de coaching immobilier, accompagnement immobilier. Mais est-ce qu'on peut dire que tu es plus, parce que c'est un peu le thème un peu qui s'affronte, mais moi j'aime bien, est-ce qu'on peut te définir comme entrepreneur dans le monde de l'immobilier ? C'est la base de tout. En fait, pour moi, comme tu le dis, c'est que l'immobilier en lui-même, quand on commence à le développer, au final c'est de l'entrepreneuriat parce qu'on va gérer des équipes, gérer des process, etc. Et j'ai une vision globale, que ce soit sur l'IMO et depuis plus en plus depuis que je suis passé dans la côté entrepreneuriat, de mettre en place les bons process, les bonnes équipes et au final, au fur et à mesure, se dégager du temps et passer le temps en fait qu'on a plus sur des choses passion ou des choses où on a la vraie valeur pour développer des nouvelles choses et être moins forcément tout le temps dans l'opérationnel. Donc du coup, alors sans te piéger, est-ce que tu penses que devenir rentier en immobilier, c'est possible ? Alors, rentier est un grand mot parce qu'en gros, rentier, c'est vivre de ses rentes passives. Alors l'immobilier, même du locatif à l'année, etc., n'est pas 100% passif. Mais l'idée, c'est d'avoir une vocation de se dire, aujourd'hui, quand je suis salarié, j'échange quand même mon salaire contre 150, 160 heures par mois. Ouais. Souvent, on se dit, tiens, j'aimerais atteindre le même cash flow en immobilier pour sortir de mon salariat. Je pense que les gens qui en arrivent à ce niveau-là, c'est pas pour rester dans leur canapé toute l'année. Ils vont rapidement s'ennuyer, ces gens qui ont quand même été proactifs pour développer ces projets immobiliers. Mais c'est plus se dire, au final, je crée un revenu qui est quand même passif à 80%, j'essaie de le passiver, entre guillemets, de mettre des automatismes, des process, de bien déléguer, pour qu'au final, cette rémunération que j'ai de l'investissement immobilier, ça soit échangé peut-être que contre 5 ou 10 heures par mois de mon temps et pas 150 heures. Et au final, l'objectif dans tout ça, c'est de se dire, je me suis récupéré du temps, relibéré du temps pour un niveau de revenu qui n'est pas bien moindre que ce que j'avais avant. Et du coup, ce temps-là, après, c'est se dire dans quoi je l'utilise. Entrepreneuriat, voyage, projet passion, etc. Mais du coup, ça permet au final de retrouver un petit peu plus sa place que de bosser où au final, peu importe le nombre d'heures ou le côté un peu méritocratie, c'est-à-dire on peut bosser des centaines d'heures par semaine, mais quand on est salarié, on reste à un plafond de revenus. Ah, mais c'est surtout en fait ce plafond que les gens... parce que moi, de ce que je vois, alors ça fait, je sais pas, on en parlait tout à l'heure, mais ça fait une dizaine d'années que je suis un peu dans de l'immobilier, mais aussi de ce qui se montre un peu sur les réseaux. Et j'ai l'impression qu'on capte avec... Bon, c'est normal, hein, c'est du marketing, hein, je veux dire, on n'est pas non plus naïf là-dessus, mais qu'on capte là-dessus, mais qu'au final, les gens se rendent compte quand même assez vite, quand tu commences à faire déjà ta première opération, tu te rends compte que quand même, pour devenir rentier, surtout à aujourd'hui où le coût du crédit est plus, qu'à un moment donné, c'est chaud, quoi. Donc, c'est pas
c'est pas que c'est impossible, mais je pense qu'il y a des étapes auxquelles il faut répondre avant de pouvoir se dire je vis de l'immobilier. C'est ça. Et le marché est différent. Comme tu le dis, on a encore cette image du rentier de 2016 à 2020. Ouais. Aujourd'hui, le marché est différent. Le calcul différentiel, les taux, la durée un peu plus courte, etc. Et ce qui fait qu'au final, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre ce niveau de rémunération, de cash flow, etc. via l'immobilier. Mais ce n'est pas forcément impossible. Et il faut juste adapter un peu sa stratégie, la façon de trouver les projets, de simplifier un maximum les choses pour se dire, OK, le but, ce n'est pas non plus de se dégoûter au bout du premier ou deuxième projet parce qu'on n'a pas atteint les mêmes résultats que le voisin à côté. Mais souvent, c'est ça. C'est que le premier est hyper important. Ça, c'est une phrase bateau, mais elle est, tu vois, dans tous les mots marketing qu'on peut utiliser, je pense que le premier, pour moi, c'est le plus important. Parce qu'en fait, c'est ce qui te donne la confiance d'enchaîner et de te dire, OK, c'est possible. Mais mis à part ça, je pense que devenir rentier en immobilier, aujourd'hui, moi, je suis assez tranchant là-dessus. Je pense que j'ai jamais aimé d'ailleurs cette expression, mais je la comprends. D'un point de vue marketing, je la comprends, mais je me suis jamais reconnu là-dedans, quoi. OK, donc du coup, avant de devenir un entrepreneur dans l'immobilier, ingénieur chimiste, comment on passe, alors je vais être très réducteur et un peu chambreur, d'un labo aux travaux, comment on passe? Alors, il y a une petite phase intermédiaire, c'est que donc diplôme ingénieur, alors plutôt génie des procédés, c'est-à-dire tout ce qui va être usine, transformation chimique. En fait, dès ma dernière année d'études, je me suis spécialisé en gestion de projet, exprès pour m'ouvrir un peu plus que rester, comme tu dis, uniquement labo ou usine, on va dire. Et gestion de projet, après, je pouvais toucher à tout, aussi bien de l'aviation que de l'environnement, un petit peu tout type de projet. Et ce qui m'a permis après de rapidement travailler dans des entreprises internationales. Donc c'était de la gestion des projets pétroliers, donc tout ce qui était construction de pipeline, construction d'usines, un petit peu comme c'était une boîte de travaux pour des grands groupes pétroliers qui leur faisaient un peu du clé en main en disant voilà, vous avez trouvé votre puits à tel endroit, vous voulez l'amener à tel endroit, souvent c'est du gaz, hein, vous l'amenez, on vous construit en fait tout l'écosystème pour que ça aille de tel endroit à tel endroit. Et après, une fois que c'est terminé de construire, on vous donne les clés et vous exploitez. D'accord. Tu ne faisais pas au large de la Méditerranée, non? Si? Non. Alors, on avait des projets d'éoliennes du côté de Brest aussi. Alors ça, c'est arrivé plus tard, plutôt 2021-2022. Ah, c'était les premiers parcs éoliens offshore. C'était les premiers parcs éoliens offshore du côté de Saint-Brieuc. Il y avait... Alors c'était une partie de l'entreprise qui faisait ça. Moi, j'étais resté sur plutôt des gros projets, un peu gaz, un peu partout dans le monde. Mais on commençait à avoir des projets un peu plus... puisqu'en fait, la technicité, c'était d'avoir des bateaux en mer qui puissent poser des structures. Donc du coup, après, tu l'adaptes ton bateau en fonction de ce que tu veux poser. D'accord, ok. Non, parce que je sais que les parcs éoliens offshore, ça fait beaucoup débat du côté de chez nous aussi. J'ai de la famille, moi, marin et pêcheur, et je sais que ça a impacté quand même... Complètement. Voilà, donc ça n'a pas été forcément évident. Donc je connais un peu le sujet, Ok, donc du coup, labo. Et ensuite, tu t'es dit quoi? Je vais faire de l'IMO, c'est pas forcément venu tout de suite. Donc, gestion de projet, du coup, sur les projets pétroliers. Donc, gestion financière au début. Gestion planning après, qui reste dans le même écosystème. Donc, je suis parti vivre 3 ans au Brésil, 1 an au Nigeria. J'ai géré des bateaux en mer d'Égypte aussi. Quand tu dis gérer les bateaux, c'est pour trouver les puits ou vraiment tu arrives après? En fait, on arrive après. Gérer les bateaux, par exemple, un des bateaux que je gérais venait, comme on avait le pipeline qui venait vraiment proche des côtes, il fallait l'enfouir pour pas que des ancres de bateaux de pêcheurs, par exemple, viennent toucher et percer le pipeline qui était en mer. Ça paraît tellement évident. Exactement, ça paraît bête. Donc du coup, le bateau qu'on avait venait creuser avant le pipeline, ensuite enfouir, et après on avait des sonars qui venaient vérifier à quelle profondeur il était pour qu'on respecte certaines normes, etc. Et on répondait aux attentes du client par rapport à ça. Genre tu partais en mer plusieurs mois du coup? En fait, le bateau, lui, il pouvait rester plusieurs mois en mer. C'était un bateau de 80 personnes à peu près que je gérais. C'est pas un 6 mètres quoi. Exactement, c'est un gros bateau. On avait même un autre bateau à côté pour dormir. On avait un flotte hôtel pour dormir à côté. Un bateau où les gens du coup travaillaient directement dessus. Et donc voilà, donc l'idée, moi je partais, comme c'était pas vraiment mon métier, mais j'avais plus demandé à faire ça parce que je voulais continuer de bouger et pas rester dans un bureau à Paris, etc. J'ai
J'y allais 3 semaines à peu près sur une mission de 3 semaines. D'accord, ouais, c'est des sprints un peu de 3 semaines, une semaine. C'est ça. On tournait, de toute façon, il y avait plusieurs, c'est un peu des ingénieurs projets qui allaient sur place. Et on avait des missions entre 3 semaines et 1 mois et demi à peu près sur place. D'accord, ok. Donc bon, ça c'était une vie un peu d'expatrié, non? C'est ça, exactement. T'étais expat. Expat, ouais. Ok. Bon, et à un moment donné, l'IMO intervient comment dans ta vie? L'IMO intervient au moment où je rentre en France, un peu d'argent de côté, 20-25 000 euros, 26-27 ans. Et là, tu te dis, bon, c'était quelle cool. période? C'était 2016-2017 à Ok. peu près. Donc là, tu dis, bon, c'est cool, je commence à faire mes preuves dans la boîte, je monte de grade, etc. Mais, en fait, c'était cool les voyages, mais je dépends de quelqu'un Ah oui. pour repartir en voyage, en fait. Ouais. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'aimerais bien placer cet argent pour une vision 5-10 ans et récupérer un peu le choix de mon temps et me dire, si j'ai envie de partir voyager 6 mois, je peux me le permettre financièrement parce que l'immobilier, enfin, ce que j'allais faire en place allait compenser les salaires, les pertes de salaire pendant 6 mois. Et après, je bossais 6 mois en freelance le reste de l'année. Ok. Donc ça, c'était un peu l'idée globale. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui avait déjà 15-20 ans avant commencé quelques investissements, achats immobiliers qu'il achetait. Il rénovait un petit peu des studios, des T2. À l'ancienne, non? À l'ancienne, Ouais. exactement. Alors, on peut juste préciser à l'ancienne ce que ça veut dire, parce que moi j'ai ma définition, mais peut-être que tu en as une autre. Alors, la même, à l'ancienne, pour donner un petit peu, et les 2 premiers projets qu'on a fait, c'était aussi à l'ancienne. Ah ouais, d'accord. Achat, rénovation un petit peu soi-même, souvent c'est pas des gros travaux, Ouais. un peu de peinture, un peu de rafraîchissement. Location nue, en nom propre ou en SC à l'IR, donc fiscalement, on s'est un petit peu tapé sur les après, doigts. ça dépend aussi des périodes, parce qu'à l'époque de ton père, peut-être qu'à la location nue, déjà elle avait alors je sais pas, hein, il faudrait peut-être tu nous dises, mais peut-être qu'on se trompe, parce que nous on est la nouvelle la génération LMNP. Ouais. Donc en fait, pas qu'on a connu quasiment que ça, mais presque quoi. Moi, j'ai jamais fait de location nue, donc tu vois, donc je peux dire que je suis 100% LMNP. Mais du coup, à leur époque, peut-être qu'il y avait du sens aussi. Il y avait du sens de manque de connaissances. Je pense. Bonjour, papa. Mais non, mais après, on a fait les 2 sûr. premiers projets pareils. C'est au Ouais. moment où on a commencé à payer des impôts, on s'est dit, mince, il y a quelque chose, on a loupé quelque chose à un moment donné. Et c'était juste ce côté où eux ne payaient pas forcément d'impôts derrière, donc ne le voyaient pas au début. Mais ensuite, en fait, quand tu commences à 2, 3, 4, 5 ans, là, tu te fais un peu rattraper par les impôts. Et pareil, c'était emprunt sur 15 ans. Alors là, oui, il y avait des explications parce qu'avec des taux à 10 ou 12%, ton emprunt sur 15 ans, c'était pas trop mal. Ouais. Il n'y avait pas d'apport à l'époque, mais pas de différé. Ouais. C'était un peu vraiment le projet. Le produit est bon, mais l'enveloppe un petit peu fiscale, financière qui est autour, elle n'est pas forcément optimisée. Ok. Donc comme il avait fait ça, moi je vivais encore un petit peu à l'étranger aussi. Je me suis dit, l'immobilier peut être une des solutions dans mon objectif. Et donc, on a discuté ensemble, on s'est dit, vas-y, on s'associe ensemble. Mon père, puisque le but c'est d'investir dans le sud, je travaillais à Paris à ce moment-là. Okay. Mon père étant sur place, mes parents étant sur place, ce qu'il pouvait se faire, c'est que il gère un peu la partie terrain, trouver les projets, visiter, suivre un peu les travaux. Et moi, je gère tout le côté financier, juridique. Ouais, exactement. Ouais. Et après, je gère un peu le côté juridique, financier, un peu stratégie d'acquisition. Et comme ça complétait pas mal. Et c'est ça qui m'a mis le premier pied, on va dire. Parce que c'est fou, parce que tu vois, quand même, comme quoi beaucoup de choses aussi viennent de la famille. Il aurait fait de la bourse, tu aurais fait de la bourse? Je pense. Tu vois, non, mais non, complètement. C'est pas négatif de le dire, mais après l'immobilier, c'est vrai qu'en France, qui a autour de soi, tout le monde connaît quelqu'un qui a fait quelque chose. Ouais. C'est-à-dire de l'ancien, du Pinel, une résidence gérée dans les Alpes, je sais pas. Mais tout le monde a plus ou moins autour de soi quelqu'un qui a fait de l'IMO, de près ou de loin. Donc c'est vrai que ça paraît plus naturel. Parce que tu te dis, là, quand tu arrives, toi, en plus, si tu as fait ingénieur, tu as fait des études à Paris, donc il y a un écosystème qui est, faut pas se mentir, ça fuse. Je veux dire, à Paris, les mecs, la bourse, les cryptos, bon, à l'époque, il n'y avait peut-être pas de crypto, mais genre, le panel était peut-être plus large que quand si tu arrives à Toulouse ou à Montpellier il y a 10 ans, parler de bourse ou de sujets un petit peu, on va dire, alternatifs, c'était pas trop ça, quoi. Donc direct IMO, et du coup, constitution d'une équipe avec ton père. Ouais. Câblé ton père, ça va? Il sourçait les bons produits? Ouais, en fait, lui, c'était... Moi, ce qui me faisait donner confiance aussi, je pense que c'est pour ça aussi on est passé rapidement à l'action, c'est que tout le poste, financement,
travaux gestion loc, il avait déjà fait. Ah oui, oui. Même si ce n'est pas forcément parfait, mais il avait déjà fait. Et donc, moi, ça me permettait de me dire, OK, ça, on va se concentrer sur l'acquisition. Et après, l'opérationnel derrière, bon, je verrai comment il fait et puis on optimisera un peu au fur et à mesure. Et du coup, qui ou quel événement a fait que vous vous êtes dit location nue à LMNP ou en tout cas meublé, qu'il y avait une autre niche fiscale ou un autre dispositif qui était mieux? Premier, c'est se dire, on réitère ce qu'il a fait, ça fonctionne. Bien sûr. On fait ce qu'il a fait. Donc les 2 premiers biens, on a fait en location nue, SCI à l'IR. Ouais. Et après, location nue, du coup, c'est des revenus fonciers. Donc c'est moi, personnellement, qui les déclarais, qui faisais le bilan à la fin de l'année, D'accord. qui déclarait les revenus fonciers. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on était à peu près sur l'autofinancement, parce qu'on a emprunté sur 15 ans. Et oui. Donc on était sur l'autofinancement, mais c'était un beau projet. Et à la fin de l'année, je me dis, attends, pourquoi je dois payer 3 000 euros d'impôts? Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Je gagne 0 sur l'année et en plus, je dois payer 3 000 euros d'impôts. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, le principe est bon, la banque nous prête de l'argent, le locataire nous rembourse, on rembourse la banque, le bien se valorise et on n'a pas grand-chose à faire. Ouais. Parce qu'en plus, location nue, on n'a pas grand-chose à faire. Mais par contre, je me suis dit, peut-être que fiscalement, il y a quelque chose que j'ai raté, il faut aller chercher. Et là, naturellement, je tape sur Google, OK, location immobilière, fiscalité, etc. Et je commence à tomber sur des vidéos YouTube un peu explicatives du LMNP, de l'amortissement. C'est il y a 10 ans ça quoi, C'était 2017 à peu près. Ouais, non, il y avait des acteurs qui... Il commençait à y avoir des acteurs. un peu le sujet. Il commençait à y avoir des acteurs qui en parlaient et surtout qui le vulgarisaient, je pense aussi. Ouais, oui. Parce que... avant, à l'époque de mes parents, je pense que tu avais le BOFIP, tu avais peut-être un livre, et encore, mais très technique. Ouais. Là, ce qui était intéressant, c'est que ça vulgarisait. Puis je suis allé piocher des infos un peu à droite, à gauche, revérifier, etc. Et je me suis dit, bon, mais OK, je comprends qu'en fait, la location meublée, de par l'amortissement, permet en fait de faire la même chose que ce qu'on a fait, sauf que pendant 5-10 ans minimum, de ne pas être imposable. OK. Donc du coup, vous avez le 3e projet, après vous avez rebasculé le 1 et 2 en... Même pas. Non, en fait, le 1 et 2, comme ils étaient en SCI à l'IR, on s'est dit, ils tournent, les locataires sont là. On avait pris une détention moyenne longue, donc en fait, avec l'abattement de détention sur le long terme, c'était aussi intéressant. On s'est dit, bon, on va pas s'embêter là-dessus, on garde, ça tourne, ça nous bloque pas. Donc c'est 2016. On a revendu un premier bien l'année dernière, qui du coup est bien capitalisé et bien pris en valeur aussi. Donc on a régénéré de la trésor là-dessus. Et après, par contre, on est passé en SRL de famille pour se dire, en fait, on va faire la même chose, investir ensemble et passer du coup sur du meublé. Et donc là, naturellement, on est passé en SRL de famille. Alors pourquoi SRL de famille et pas SCI à l'IS ? Parce que vu que, alors je complète ma question pour que tu aies tout le contexte, c'est que vu qu'on va en discuter, mais tu commences à avoir quand même pas une galaxie, mais des boîtes satellites, des activités satellites autour de l'immobilier, donc être dans l'entrepreneuriat, naturellement tu pourrais te dire je fais une SCI à l'IS avec un système de holding ou quoi que ce soit. Mais une SRL de famille En fait, à l'époque, du coup 2018, je n'avais pas du tout encore cet écosystème entrepreneurial. Et je me suis juste dit, j'ai croisé plusieurs conseillers, gestionnaires patrimoine, etc. Je vais faire la même chose, mais en meublé. Et en fait, j'avais déjà entendu parler de la SCI à l'IS. Ce qui m'embêtait, c'était la réintroduction des amortissements. Oui, tout à fait. En gros, je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans la niche, entre guillemets, LMNP, qui à l'époque, pour l'instant on en parle, n'avait toujours pas la réintroduction des amortissements au moment de la revente. Alors juste pour un focus, c'est remis en question pour la revente, pas la détention. Oui, exactement. Pour la revente. Je le précise parce que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est pas la fin du LMNP. Voilà. Et par contre, oui, c'est pas voté, mais c'est sur la revente. Mais voilà. Exactement. Donc comme il y a sur la SCI à l'IS, et qui est logique en termes de fiscalité, totalement logique là-dessus. Et en fait, je sais pas, j'avais cette peur enfin pas cette peur, mais cette côté négatif de me dire en fait la SCI à l'IS, l'argent m'appartient pas, il appartient à la SCI. Et en plus, au moment de la revente, si je revends dans 10 ans, parce qu'on avait une vocation à une détention longue en fait aussi, on va se faire exploser. Donc je me suis dit, le format LMNP est intéressant, mais tout seul, j'habite à Paris, on investit dans le sud, j'ai pas d'intérêt de faire des projets tout seul, autant continuer à les faire en famille. Et donc je voulais un peu le même format fiscal en famille. Et donc en fait, la SRL de famille est tout simplement fiscalement
une indivision de l'MNP entre personnes de la même famille. Et par contre, le côté juridique nous permet de pouvoir faire de la transmission, faire du démembrement de parts. Mais du coup, tu peux pas faire du meublé à 100%, c'est quoi, 20% du CA ou 10%? Au contraire. SRL de famille, c'est 100% de meublé, interdiction de faire de la location nue. Si tu en fais, parce que la SRL de famille est une SRL qui est à l'impôt sur le revenu. D'accord. Si jamais tu fais du nu, par exemple, donc des fois tu as des immeubles avec un local commercial, par exemple, dedans, ou des locataires déjà en location nue, là tu peux pas parce que sinon ta SRL passe à l'impôt sur les sociétés. Et donc tu as un peu, t'as l'IS, donc pas d'intérêt puisque tu as les cotisations sociales, autant faire une SCI à ce moment-là. D'accord, ok. Donc vous, la SRL de famille, c'est... Alors juste, tu vois, peut-être que j'ai un truc que je maîtrise pas. Par rapport à la SCI à l'IR, vous, c'était quoi par rapport à la... Non, on fait du meublé. Du meublé du coup. Ah oui, on peut faire du meublé, d'accord. On fait du meublé, on peut faire que du meublé. Et fiscalement, elle détermine son bénéfice avec les amortissements. Donc, entre guillemets, un bénéfice qui est quasiment négatif je comprends, tout le temps. Et après, nous, quand on déclare nos impôts, du coup, on reste en déficit. Ok, non mais tu l'as bien résumé, la SRL de famille, tu vois, j'avais pas ce côté meublé, mais donc c'est vraiment une indivision de l'MNP. Je pense fiscalement, c'est ça. En fait, c'est une société qui est fiscalement transparente, parce qu'elle a impôt sur le revenu. Moi, ce que j'explique souvent, c'est que fiscalement, elle n'existe pas. C'est qu'on était plusieurs personnes à l'MNP, donc de la même famille, bien évidemment. Par contre, on peut être que du meublé, donc attention pour de pas sortir de là. Et par contre, juridiquement, par rapport à l'indivision, ce qui est intéressant, c'est que juridiquement, tu peux démembrer des parts, tu peux faire de la transmission. Quand tu es plusieurs, du coup, si tu as 3 personnes qui disent oui, une personne qui dit non, c'est la majorité. Quand tu as une indivision, c'est 100% des personnes. C'est ça, Parce qu'en fait, alors c'est quoi le revers de la SRL? Tu l'as un peu expliqué, mais... Le revers, c'est que tu peux faire que du meublé. Parce que vous avez quand même choisi cette stratégie. Du coup, votre thèse d'investissement avec ton père, c'est ça. C'est qu'en fait, immeuble, meublé. Alors, du coup, on s'est dit immeuble, meublé. Ok, très bien. Puis à un moment donné, le revers, c'est côté fiscalement, le passage loi meublé professionnel. Les mêmes plafonds, puisque c'est fiscalement, c'est ça. Ça s'ajoute à mes revenus meublés que j'ai en perso. Donc, il y a ce revers-là. Et le deuxième, c'est que des fois, il y a des opportunités qu'on ne peut pas saisir. Puisque s'il y a un local commercial où il y a déjà des locataires en nu, on ne pouvait pas. Donc c'est pour ça qu'ensuite, on a créé aussi une SCI à l'IS pour saisir des projets qui ne rentraient pas dans la SRL de famille, on les rentre dans la SCI à l'IS. Ok, mais il n'y a pas aussi un truc pour la transmission au premier, deuxième degré, genre tu peux pas, alors c'est peut-être pour la revente, mais tu peux pas inclure des personnes il y a une limitation, non, au niveau familial? Famille, je crois, j'ai plus un mais je crois que ça doit être premier degré, donc tu peux pas avoir le descendance, cousin, non, exactement. Il y a aussi cette restriction-là de faire rentrer des associés. Tu peux pas faire avec des amis non plus, exactement. D'accord, ok. Donc ça, c'est un peu l'étape un peu de consolidation avec ton père pour pouvoir enchaîner. C'est ça. J'ai vu sur ton profil Insta, vous avez quand même beaucoup enchaîné. Donc vous êtes passé de 4 à, je crois, une cinquantaine. 4 à 35 en 3 ans. 4 à peu près. En 3 ans, d'accord. Et là, depuis 2 ans supplémentaires. En 2023, on a un peu levé le pied parce que j'arrête de bosser, mon père se met à mi-temps, donc le financement bloquait un peu. Et là, on est monté à 54 lots actuellement. Ok, d'accord. Donc ça, c'est patrimoine personnel, entre guillemets ou... Patrimoine global, SCI, SRL, perso, etc. Que j'ai. Donc ça, c'est du locatif. Exactement. Parce qu'on a dit au début, on t'a introduit quand même en disant que tu étais marchand de biens. Donc du coup, c'est quoi? Ça fait 2 ans, 3 ans que tu fais du marchand? 2 ans. En fait, ça s'est vraiment calé sur avril 2022 où je quitte mon job. Je me dis, locatif, ça commence à devenir compliqué par rapport au financement. En plus, crise un petit peu arrive. Mais j'ai des opportunités qui arrivent de par les agents immobiliers avec qui je travaille. Et donc, se dire, on a fait marchand de biens, on va dire, pendant 1 an et demi, à l'opportunité des projets qui nous étaient envoyés. On disait, tiens, c'est simple. Il y a de la marge à prendre en créant de la valeur, on le fait et voilà. Ok, donc du coup, si on résume la thèse d'investissement locatif, c'est SRL de famille, avec ton père, que tous les deux, Mon père, ma mère et ma petite sœur. Ok, donc vraiment... on a inclus tout le monde, comme ça il y a des parts et après c'est plus facile pour la transmission aussi. Exactement. Donc on peut dire quand même que chaque profil d'investisseur est différent. 100%. Parce que tu vois, après on est quand même présent sur les réseaux.
Je dis pas que là, on est parole d'évangile, mais quand même, il faut faire attention à ce qu'on dit, comment on le fait. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est de dire que le LNP est fait pour tout le monde, la SCIS est faite pour tout le monde, la SCILIS avec une holding est faite pour tout le monde, qu'il faut créer sa holding. Non, en fait, il y a quand même un profil à scanner, à bien savoir ce qu'on veut faire comme thèse d'investissement, ok, et pas se comparer. À 100%, c'est le premier point vraiment hyper important quand on se lance dans l'IMO ou qu'on a fait un ou deux projets qu'on veut un peu accélérer. C'est vraiment de comprendre qu'est-ce que je veux faire et quelle est ma situation initiale. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à se comparer aux autres, notamment sur les réseaux. Ben tiens, lui, il a fait une SCI, je vais faire une SCI. Mais il n'y a pas forcément d'intérêt. Comme tu disais, là, je vous ai parlé de la SRL Famille. Ça s'adaptait à notre situation, en plus sur le moment, au projet qu'on trouvait. Mais aussi, en fait, la structure d'investissement va aussi être déterminée aussi par rapport au projet qu'on trouve. C'est comme ça que nous, derrière, mais si on avait un projet qui pouvait faire entièrement meublé, bah, du coup, on pouvait l'intégrer dans la SRL de famille. Par contre, ça aurait été dommage de dire non, on veut faire que la SRL de famille. Ah là, il y a un super projet avec un local commercial, donc du nu, on ne peut pas le rentrer. On ne le prend pas. Bah si. En fait, si les chiffres sont bons et que le produit il est bon, on trouvera une façon de l'intégrer dans le patrimoine. Ah oui, c'est sûr que la SCILIS, c'est moins intéressant pour nous à ce moment-là, fiscalement, que la SRL. Mais c'est pas grave, en fait. Le projet, il est bon, acheté au bon prix, il va tourner. Et en fait, il faut se dire qu'à la fin, on aura un petit peu de tout. On ne va pas faire que full LMNP, que full SCI. On aura un petit peu de tout pour des objectifs différents. Après, c'est quand même un profil entreprenant. Donc, de se dire, je crée un socle SARL, je crée un socle SCI, ça paraît naturel pour toi. Oui, alors du coup, c'était en plus de le dire, bah, de toute façon, je sais que je suis loin. Ouais. Déjà, de base, je m'associe. Je fais un peu, je pense, l'inverse de tout le monde. J'ai commencé en société, j'ai fini en nom propre. Oui. Mais c'est vrai que simplement, quelqu'un qui démarque un peu tout seul de son côté, ne prend pas la tête. Location meublée, premier appartement, premier bien. Et comme tu le disais, ce premier bien est le bien qui va te donner confiance, va te dire, bah, est-ce que finalement ça me plaît, est-ce que j'ai envie de continuer, etc. Et après, on va se poser des questions un peu plus avancées. Ok. Du coup, je reviens sur le marchand. De suite, vous aviez votre thèse d'investissement avec ton père ou c'est au gré des projets? Comment c'est construit un petit peu En fait, le marchand, c'est de me dire, marchand, c'est quoi? C'est dans la chaîne d'acquisition, entre le moment où on achète et on revend, on a créé la valeur. Ouais. Simple. Où est-ce qu'on est bon? Où est-ce qu'on peut apporter de la valeur? Travaux, zéro. Entre guillemets, c'est-à-dire que moi, les travaux, on a des équipes travaux, mais on ne va pas payer beaucoup moins cher les travaux que quelqu'un d'autre. On ne va pas forcément donner, surtout en ce moment où les prix de revente commencent un peu à stagner, faire exploser les prix sur la revente par rapport aux travaux. Donc, où est-ce qu'on va se concentrer? Et nous, on se concentre plus sur le côté acquisition parce qu'on a un énorme réseau et une étude de marché très poussée où, en 2 heures, partout en France, je peux te dire à quel prix j'achète un bien. Ok. Avec une étude de marché, de la data poussée, en me disant, ok, je sais que ce bien-là, c'est le 80-20, 80%, je sais que je peux le revendre à peu près tel prix, tel prix. Et donc, avec cette analyse-là, ça nous permet de dire, travailler avec des agents IMO, des prospecteurs, entre guillemets, s'ils m'apportent un bien, et je leur donne même moi mon fichier Excel de calcul en disant, voilà, si ça rentre dans ces critères-là, ça fait déjà un premier filtre, tu me l'amènes, moi je vérifie 3-4 points. Si, bien évidemment, tu ne m'as rien caché sur le bien, je peux te faire une offre d'achat maintenant, même sans aller visiter le projet. Donc nous, notre thèse, c'est de se dire, on s'appuie sur des personnes de terrain, parce que l'objectif, c'est de pouvoir un peu tout gérer toujours à distance, sans être sur le terrain. On s'appuie sur des personnes de terrain, on va bien évidemment à chaque fois tout contrôler, tout vérifier, mais notre valeur, elle est sur la structuration de projet, le financement, le fait de fluidifier un petit peu tout ça, et par contre d'être hyper réactif et hyper pro avec nos apporteurs d'affaires. Parce que tu vois, la question qui me vient, alors moi je vois un petit peu, mais je me dois de la poser, mais comment tu peux, parce qu'on dit souvent qu'il faut être expert de son terrain, de son secteur, comment toi tu peux te positionner sur un bien partout en France sans le voir? En fait, l'idée c'est quoi? C'est de se dire de quelle information j'ai besoin pour prendre une décision. Ça c'est toujours le cas. À ce moment-là, l'idée c'est de se dire, ok, le bien, si c'est pour du marchand de biens notamment, qu'est-ce que je peux en faire? Nous, on reste sur des projets simples. Pas de gros travaux, pas de division, pas de choses comme ça. On va être plutôt sur des gros immeubles qu'on met en copropriété. D'accord, il y a déjà les lots, les compteurs, il y a déjà tout. Déjà les lots, les compteurs, etc. C'est juste que la personne n'arrive pas à vendre parce que souvent, c'est très gros.
600, 800 000, 1 million. Donc peu d'acheteurs locatifs qui vont aller là-dessus. Et les gros acheteurs un peu foncières, mais des fois il y a des locataires en place, il y a un peu de choses, rafraîchissement, etc. à faire. Ils n'ont peut-être pas forcément envie de s'embêter c'est trop petit avec pour ça. eux. 1 million Et c'est d'euros, trop petit pour eux. petit, hein. Exactement. Donc en fait on est sur cet intermédiaire-là où il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Donc on rentre dans une niche en termes d'acquisition. Par contre à la revente, on va revendre des petits produits, T2, T3, sur des prix de marché classiques, mais qui vont faire des enveloppes de moins de 150 000 dans des villes secondaires. Et à ce moment-là, en fait, la revente, comme on est sur des petits produits assez simples, on va pouvoir le revendre aussi facilement. Du coup, en termes de marché, l'idée, c'est vraiment notre rôle le plus important, c'est d'arriver à déterminer quel va être notre prix de revente à ce moment-là. Et donc, le prix de revente, c'est regarder la data sur Se Loger Meilleur Agent, regarder tout ce qui se vend actuellement, DVF, tous les outils qu'on peut utiliser aujourd'hui, plus une annonce test pour vérifier la demande. Le prix de vente final. C'est ça, prix de vente. Et en fait, après, on a notre business plan, l'acquisition, une estimation grossière des travaux que l'acheteur fera, puisque l'idée, c'est que ce soit lui qui fasse les travaux derrière et qui porte le projet. Et après, on voit à peu près à combien on est. Ça nous donne un premier dégrossissement financier. Et après, on a une analyse technique de dire, OK, quels sont tous les problèmes techniques qu'il y a à l'intérieur? OK, il y a des locataires. Quelle est la date de fin du bail? Est-ce qu'il serait prêt à partir? Comment il est? Etc. etc. Et à partir de là, on a une fiche dans laquelle on se dit, voici les problèmes, entre guillemets, qu'on doit régler. Est-ce que c'est des problèmes qui vont nous prendre beaucoup de charge mentale? Pas beaucoup. Est-ce que le risque est gros ou pas? Je prends un exemple. Un projet qui ferait que, entre guillemets, 15% de marge brute, mais avec très peu de problèmes à régler, assez simple, go. Un projet qui fait 25% de marge brute, mais avec des très très risqués, il y a trop de conditions pour que le projet aille vraiment au bout, peut-être que ça ne vaut pas forcément la peine de perdre de l'énergie dessus. Au contraire, on va mettre son énergie pour trouver un autre projet plus simple à avancer. D'accord, parce que toi, tu n'es pas sur la thèse de 15, 20, 25, tu es vraiment sur la thèse de se dire, allez, quel est mon niveau de risque, mon niveau de marge, j'imagine, mais pas en valeur, pas en pourcentage. En fait, c'est un ratio risque, rendement, argent. D'accord. C'est-à-dire, c'est aussi bien de se dire, comme tu dis, 20% ou 30% sur un projet à 80 000 euros, pas pareil que 30% sur un projet à 600 000. Donc nous, déjà, on se met sur des gros projets, exprès pour diluer un peu notre risque en termes de revente. C'est quoi un gros projet pour toi? En gros, il faut que achat plus travaux, on soit à peu près dans le million. D'accord. Entre 600 000 et 1 million. En termes d'acquisition, on est sur du 300 à 600 à peu près. Et après, les travaux, donc nous, on ne les fait pas la plupart des travaux, mais pour quelqu'un qui veut se positionner dessus, il soit quasiment entre 600 et 1 million. Donc déjà, en se mettant sur ça, on peut se permettre d'avoir des marges en termes de pourcentage un petit peu plus petites. Et comme tu dis, en termes de valeur financière nette, plus assez conséquente, 100, 150 000, 200 000 de marge. Et comme ça nous permet déjà d'ajuster si on vend un petit peu moins cher ou il y a un petit peu plus de travaux de rafraîchissement des parties communes, par exemple, là-dessus. Et donc, voilà, ça, c'est un petit peu notre objectif. Et comme tu dis, on vient le pondérer, et ça, c'est plus de l'intuition, par rapport au risque, en disant, en fait, on vient un peu, c'est pour ça de l'intérêt d'avoir plusieurs projets, comparer en disant, mais tiens, si j'avais ces 3 projets-là que je peux aller dessus, si je peux aller que sur un seul, quel est mon ordre de priorité par rapport à l'énergie que je vais passer dessus? Alors, ok, tu as processé, on va dire, ton analyse de produits. Mais tu vois, nous, pour avoir échangé avec des foncières qui s'intéressaient à notre secteur, la crise étant, mais bref, ils se sont recentrés quand même sur certains secteurs où la demande locative était dingue. Tu vois, je vais prendre Paris, Île-de-France. Ils s'intéressaient à Montpellier. Montpellier, effectivement, c'est tendu, mais comparé à Île-de-France, il n'y a pas de sujet, quoi. Donc, ils sont sortis un peu de ce secteur-là. Donc, est-ce que tu as des secteurs prédisposés ou vraiment France entière, tu te dis quand même, je regarde? Non, exactement. Pour le marchand de biens, comme je disais, nous, on peut se positionner partout en France, mais on ne va pas le faire. Il n'y a pas d'intérêt là-dessus. En fait, pour ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut vendre? Parce qu'en fait, la base d'un marchand, c'est pas d'acheter, c'est de vendre. Donc, qu'est-ce qu'on veut vendre? Aujourd'hui, ce qu'on veut vendre, c'est des projets à une enveloppe moins de 150, 200 000 euros, tout compris pour des acheteurs. Quelle est notre cible? Notre cible, ce sont des primo-investisseurs et des gens qui veulent acheter une première RP. Donc, studio T2, T3, on n'est pas trop mal. Vous analysez quand même le revenu médian aussi, les foyers? Exactement. En fait, on regarde le revenu médian des foyers, on sait jusqu'à combien ils peuvent se positionner.
Et ensuite, on a sélectionné 6 villes par notre analyse de marché dans lesquelles il y a ce type de produit qui existe et dans lesquelles on va être entre 6 et 8-9% à peu près de rendement brut net pour que même pour des primo-investisseurs qui veulent se lancer, etc., sur un projet tranquille, sans risque. Exactement, tranquille, sans risque. Et par contre, moi, ce que j'aime bien trouver, c'est prendre des secteurs, des quartiers ou des villes qui vont prendre de la valeur dans le temps. Personnellement, nous, sur le locatif, c'est ce qu'on a. On a à peu près un peu plus de 35% en moyenne sur 4 ans de valorisation sur chacun de nos villes dans lesquelles on investit. Donc, l'idée, c'est aussi pour les gens qui vont acheter derrière après nous et un produit qui soit tranquille, dynamique, comme tu dis, en termes de tension locative, pour dire, OK, je ne vais pas chercher du 10% de rentabilité au fin fond de la Creuse et au final, ma rentabilité nette, elle ne sera peut-être pas aussi intéressante. Tu investis pas à Toulouse, toi, non? J'ai des projets à Toulouse dans certains quartiers où on a fait x2 sur certains quartiers. En revente? En revente, mais en revente locative. C'est-à-dire c'est un projet locatif qu'on a porté pendant 4-5 ans et on fait x2 parce qu'on savait que le marché était en train de monter dans ce quartier-là, ce qui n'a pas été le cas d'autres quartiers. Donc on a vraiment cette analyse un peu d'évolution de marché. On n'a pas de boule de cristal, mais on a plein de paramètres qui nous permettent de dire il y a des fortes chances que ce quartier-là ou que cette ville-là, quand c'est des villes un peu plus petites, dans les 5 ans, prennent vraiment de la valeur. Quels sont les 2-3 paramètres là, si tu peux les... 2-3 paramètres. Le premier, plus important, où est-ce que les gens mettent de l'argent? Tout simple. Mairie, acteurs externes, etc. Aujourd'hui, dans un quartier qui est pas très cher, dans une ville qui est chère, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok, peut-être que parce qu'il n'y a pas assez de dynamisme ou parce qu'il y a beaucoup de logements sociaux, des choses comme ça. Si la ville elle commence à mettre des actions, à mettre des subventions pour rénover les façades, par exemple, à elle-même mettre de l'argent pour créer un nouveau parc d'enfants, etc., tu dis, bon attends, ils mettent de l'argent à cet endroit-là, il y a des promoteurs qui arrivent, ils mettent de l'argent à cet endroit-là, bon, il y a des grosses chances que sur une moyenne 3-5 ans, le temps que ça prenne, etc., ça prenne de la valeur. Donc en fait, on va vraiment regarder dans un premier temps où est-ce que les collectivités mettent de l'argent. Et après, on essaie de combiner avec les projets, ça c'est projets publics, les projets privés, tout ce qui va être transport, SNCF, etc. aussi, métro, SNCF, mais aussi des commerces, ou par exemple à Perpignan, dans le secteur, il y a Xavier Niel qui installe une école 42. Pareil, il y a lui qui installe, il y a tous les commerces qui reviennent, etc. Ils refont revenir la fac en centre-ville. Bon, on se dit que ces quelques rues-là, sur le moyen terme, ça va prendre de la valeur. D'accord, oui. Donc, ce qui est bien, c'est que tu expliques des critères au départ non financiers. Jamais de financier. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train... Non, mais c'est bien de le dire parce que souvent, quand on dit de faire son étude de marché, c'est... j'imagine que tu es allé sur place. Non, mais bon... Alors non, j'allais dire... non, mais effectivement, ce que je veux dire, c'est que quand tu... Oui, tu n'es pas allé sur place puisque tu fais à distance, mais que tu es malgré tout capable de pouvoir faire une étude de marché sur online, quoi, je veux dire, sur le net. Mais quand bien même... Est-ce que tu n'es pas... Parce que là où je voulais en venir, ce que j'ai derrière la tête, c'est quand même d'aller sentir le quartier. Parce que l'exemple que tu donnes de renouvellement urbain, nous, sur Montpellier, il y a des renouvellements urbains. Mais j'ai dit aux gens, n'y allez pas. Parce que je sais que ça peut être casse-gueule, tu vois. Donc, comment ça, tu l'appréhendes, du coup? En fait, exactement. C'est que ça permet d'avoir, dans le 80-20, d'avoir tes 80%, de dire, bon, j'ai un peu tous mes paramètres qui sont ouverts. Et les 20 derniers pourcents qui me restent à valider, comme tu as dit, c'est aller sur place. Même avant d'aller sur place, ce que je fais, c'est que j'appelle des agences de gestion locative en disant, tiens, je vais avoir un bien dans ce quartier-là, est-ce que vous me le prenez? Oui, ça c'est un bon type, ça. Ouais. Pourquoi? Parce que l'agence de vente, elle va toujours te vendre un truc. Par contre, l'agence de gestion locative, elle, au contraire, elle ne veut pas un bien qu'elle sait qu'elle ne va pas vouloir gérer dans des quartiers qui sont un peu difficiles. Donc déjà, ça permet même à distance de comparer des avis. Et après, comme tu le dis, sur place, tu vas matin, midi, soir, la nuit aussi, surtout, tu ressens le quartier parce que on a beau étudier tous les chiffres, toute la data, etc., ne jamais aller sur un investissement quand on ne le sent pas. L'intuition, pour moi, est un des derniers facteurs de prise de décision. Après, il faut faire attention entre la peur et l'intuition. Tu vois, mais en fait, c'est se dire, si je ne le sens pas, go. En fait, alors sur du marchand, c'est pas différent, mais sur du locatif, c'est vraiment de se dire,
en fait, si j'y vais alors que je le sens pas, j'ai pas l'intuition, j'ai cette peur d'y aller, en fait, cette peur va prendre le dessus sur toutes nos prochaines décisions. Ouais. Et on risque de prendre des mauvaises décisions. Et en fait, faire un projet à contre-cœur, c'est contre-productif complètement. Aligné. Ouais, voilà. Et du coup, il vaut mieux se dire, pas grave, je prends un peu moins de renta, je vais sur le quartier d'à côté, je serai un peu mieux, qui, du coup, souvent à l'étape déjà un petit peu au-dessus, qui est un peu plus valorisé déjà. Mais au moins, je sais qu'en fait, sur du moyen terme, j'ai gagné beaucoup plus en qualité de vie, qualité de conscience, que si j'étais absolument voulu aller sur ce quartier-là où je ne le sentais pas. Parce qu'en investissement locatif, je ne t'ai pas posé la question, mais vous faisiez quoi comme produit? C'était que des immeubles, T1, studio, T3 En fait, là-dessus, on a beaucoup des chiffres qui nous drive, principalement des immeubles, parce que finalement, c'est des produits dans des secteurs qui ne sont pas forcément très chers. Et l'idée, c'est d'accélérer aussi les acquisitions. Donc, on a des immeubles, on a des maisons, on a des locaux commerciaux. Et après, les immeubles, on a aussi bien la location nue, meublée, de la coloc, on a la courte durée. vous avez toutes les stratégies. En fait, aujourd'hui, j'ai fait tout type de société, tout type de stratégie et tout type de produits. Tu as fait la coloc à Perpignan? J'ai un T3 en coloc. 2 chambres, ouais. Un 2 chambres. On a 4 T4 en cours de rénovation. Un qui vient d'être rénové là. On devait passer en disant sur les 4 T4, on peut faire un en location courte durée, 2 en location classique et un en colocation. Et finalement, on va tout mettre, un en courte durée, on va le garder. Et les 3 autres, on va mettre en location classique parce qu'en fait, le ratio temps, énergie mentale, argent sur la coloc, au niveau où on en est aujourd'hui, bien évidemment, tout remettre au niveau où on est aujourd'hui, qu'on a une 50aine de biens, je m'en fous d'aller gagner 200 balles de plus sur une colocation et y passer 3 heures de plus par mois. J'ai pas eu beaucoup de bons retours, moi, coloc Perpignan, tu vois. Si, il y a moi j'en connais qui font, pourquoi? Parce que ça manque de logements propres, décents dans le centre-ville et qu'il y a beaucoup de gens qui font la location courte durée, donc ça manque de logements à l'année. Mais après, c'est vrai que dans la colocation, c'est intéressant dans un marché où le loyer est fort, parce que les gens n'ont plus le budget de se loger dans un studio en T2. Je suis d'accord. À Perpi, moi, du ressenti que j'avais, j'en fais pas directement, mais que j'avais un peu, c'est que les gens se disent, je préfère être dans un T2, parce qu'en fait, on est presque au même prix que ma coloc, ou dans un grand studio, on est au même prix que la chambre de coloc. Il n'y a pas ce... Les gens vont en colocation, souvent, première raison, c'est le prix, et deuxième, c'est le côté communauté. Aujourd'hui, le prix, il n'y est quasiment pas. Communauté, pourquoi pas? Mais c'est un critère qui vient en deux. Des planètes là-dessus. Il faut une alliance des deux. Donc, je me dis, nous, notre objectif, c'est vraiment de se dire, on a l'immobilier qui tourne, mais en fait, à quoi ça sert d'aller optimiser au max chaque bien pour y dépenser finalement beaucoup plus de temps et d'énergie, alors qu'en fait, ce temps d'énergie, maintenant, on peut le passer sur d'autres projets. Ok. Parce que toi, en invest, du coup, vous usez des rentas super à 9-10, j'imagine, sur les immeubles. On a entre 12 et 24% en location classique sur nos rentas. À 24 en location classique? On te l'a donné, l'immeuble, non? On a acheté 2 studios à 24 000 euros. D'accord, Et qui nous auront revenu à 41 000 euros et qu'on loue à peu près un peu plus de 750 euros. Ah ok, à Perpignan ou À Perpignan. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, donc c'est possible. Je veux dire, non, mais c'est des rentas qui pourraient faire vendeur de rêve, mais bon, non. Techniquement, c'est possible, mais en moyenne, on est dans les 12%. Donc pas de quartier qui craignent, on est d'accord? Si. Alors, il y a à craindre. Non, mais par contre, nous, entre guillemets, quand je disais qu'il fallait la rentabilité va avec le risque, nous, on était allé chercher la rentabilité, on était allé chercher un risque qu'on était capable de pouvoir assumer. On était allé dans des quartiers un peu populaires qu'on avait analysés en prise de valeur, qui ont pris 35% sur 4-5 ans. Par contre, notre risque, c'était trouver le bon locataire et le côté un peu gestion locative. Donc en fait, aujourd'hui, on a mis beaucoup d'efforts sur tout notre process de mise en location pour se dire demain, mon process me rassure sur les critères du locataire, sur la gestion locative, et comme ça derrière, une fois qu'il est en place, j'en entends plus parler. Est-ce que c'est vous qui gérez tout? Tout à distance. Tout à distance, ok. Tout. D'accord. Non, mais la gestion à distance, ouais. Donc ça veut dire que du coup, vous avez tous vos... S'il y a un problème ou quoi que ce soit, vous avez un réseau d'artisans, des personnes physiques. En fait, nous, l'idée, c'est d'avoir une équipe opérationnelle. Donc, on va dire, en gros, il faut 3 personnes. Une personne pour le ménage,
une personne pour des entrées-sorties. Ah oui, pour la courte durée, ouais. Alors, pas forcément courte durée, mais c'est une ménage pour les parties communes des immeubles. Oui, oui, oui. Être un peu les yeux, les oreilles. Aussi, Bien entre sûr. deux locataires, il y a besoin de nettoyer, même en location à l'année, tu vois, un petit peu là-dessus. Une personne qui nous fait les visites, Ouais. entrée, sortie, puis les visites des appartements, qui peut être souvent un peu la même personne. Et une personne, comme tu dis, un peu bricoleur, qui vient s'il y a un petit problème au niveau de la plomberie, au niveau d'un coup de peinture à refaire entre deux locataires. Parce que les courtes durées, vous avez automatisé, non avec Tout est automatisé. Ouais, Ouais. voilà. Parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, l'entrée-sortie. Mm. Moi, je suis allé à Lyon là pour comment dire, le concert de Coldplay. Mm. Alors, les gestionnaires, bon, on les a pas vus, quoi, je veux dire. Mais bon, c'était une boîte, c'était une société, quoi. Mais c'est nickel, quoi, c'est nickel. Il y en a qui aiment la relation humaine, donc ça se respecte. Hein. Mais je pense va louer une chambre d'hôte, parce que maintenant les Airbnb est optimisé aujourd'hui, tu vois plus personne. Hein. Exactement. Non, Airbnb, on en a 5 aujourd'hui. Et tout est... Je sais même pas quand les gens arrivent, quand les gens rentrent. On n'a aucun contact là-dessus. Il y a même une conciergerie en ligne qui répond en direct à tous les messages, etc. Ok. Donc c'est vraiment de se dire, on a des biens, on les teste en Airbnb, ça tourne, tant mieux. Ça permet d'avoir aux gens qui sont sur des placements professionnels pour les vacances, etc., d'avoir un logement. Ils arrivent quand ils veulent, ils repartent quand ils veulent, entre guillemets, dans les créneaux horaires. Tout est automatisé, ils ont accès à tout. Et nous, derrière, bon, on sait que ça se gère. Et par contre, il faut une très, très bonne équipe ménage sur place. Ouais, c'est clé, hein. C'est clé. C'est le prestataire ou même on va nous les payer plus Ouais. que ce qu'ils pourraient être payés. Mais par contre, quand on a trouvé les bonnes personnes, c'est hyper important. Il faut investir dans une boîte de ménage. Ouais, quasiment. Exactement. Après, il faut gérer des gens. Donc, c'est différent. Et c'est pas pareil. Du pas coup, pareil. ça nous fait la transition avec le coaching, Joris. Ouais. Pourquoi devenir coach? Là, tu es bien avec Marchand, Invest. C'est ça. Alors pourquoi tu te lances dans le coaching? Je m'ennuie. Je m'ennuie. Non, trop de process. Trop de process. En fait, j'ai vraiment chaque étape, immobilier ou marchand, on a mis pas mal de process pour sortir vraiment de l'opérationnel et gérer. Et après, côté coaching, ce qui s'est passé donc fin 2021, début 2022, où je commençais à avoir assez de revenus pour quitter mon job. Ouais. J'ai toujours été un peu formateur dans mon ancienne boîte. Je formais les nouvelles personnes qui arrivaient sur les logiciels, etc. Donc, j'ai toujours eu ce côté un peu de transmission à travers mon ancienne boîte qui me permettait de faire ça. Et puis après, naturellement, quand tu fais des projets IMO, tu n'en parles pas forcément naturellement. Je n'étais pas quelqu'un à parler des projets IMO, mais tu as tes collègues de boulot, des amis d'enfance, etc. qui disent tiens, j'ai vu que tu avais fait ça, j'ai vu que tu avais fait ça. Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main? J'ai un compromis à relire, je ne comprends rien. Le devis travaux, est-ce qu'il m'arnaque ou pas? Et donc, du coup, naturellement, je suis venu un peu filer un coup de main à droite, à gauche. Et petit à petit, on a repris aussi les événements IMO. J'habitais à Paris à l'époque, donc à Paris, tous les jours, tu as un événement IMO, tu peux sortir, tu as un truc. Et moi, je me suis toujours enrichi des parcours des autres, voir un petit peu ce qu'ils faisaient, même des gens qui sont en train de démarrer, parce que tu prends toujours une inspiration, un tips un petit peu à droite, à gauche. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, que tout ce que j'ai fait pendant 3 ans, donc une trentaine de lots, c'était quand même pas mal, assez rapide, et j'avais acquis une expérience qui permettait en fait à des personnes qui étaient dans le mois d'il y a 3 ans en arrière de pouvoir au moins grimper sur la première marche. Et donc j'ai commencé un petit peu sur des événements, donner quelques conseils à droite, à gauche. Le souci que j'avais, c'est que ces personnes-là, 3 mois après, on se revoyait et ils n'avaient pas forcément avancé. Parce que la peur de passer à l'action, parce que, ok, tu donnes un conseil, mais c'est juste ça. Après, est-ce qu'elle va l'appliquer, elle ne va pas l'appliquer, etc. Et là, je me suis dit, je suis sûr que ces personnes-là, comme elles étaient déjà formées sur le côté théorie et comprenaient l'investissement immobilier... Ils avaient acheté peut-être des formations immobilières. Exactement. La plupart avaient acheté déjà des formations immobilières ou s'étaient formés par des vidéos YouTube, etc. Mais par contre, avaient ce déclic de passage à l'action qui bloquait. En plus, la plupart habitent en région parisienne. Donc, il faut sortir un peu de la zone assez loin pour aller investir. On ne connaît pas forcément. Moi, ça a été un petit peu tout ce que j'ai fait aussi. Donc, je me suis un peu transposé là-dessus. Et je me suis dit, c'est dommage, ces personnages, je suis sûr à 90% que si je les prends sous mon aile pendant les 6 mois, à vraiment être derrière elles régulièrement... Ça, c'est ta thèse du coaching, c'est 6 mois, tu peux acheter ton premier bien. C'est ça, c'est ça. En gros, c'est vraiment dire, les personnes qui ont déjà ces connaissances un petit peu, ou qui sont un peu câblées pour dire, ok, il ne manque plus que l'action, entre guillemets, derrière, et bien faire le bon premier projet, etc. Et de me dire,
et je suis sûr qu'elle passe à l'action. 99%, je suis sûr. Ouais. Donc du coup, j'ai fait un premier groupe, j'en ai parlé, les gens ils m'ont dit, ouais, moi ça m'intéresse, ça m'intéresse. J'ai fait un premier groupe de 15 personnes, avril 2022, un peu pour situer. Et j'ai dit, je vous accompagne de avril à octobre, et on voit. Sur les 15, je crois qu'il y en a 13 qui ont acheté un premier bien. Certains, ils en sont 4e ou 5e projet aujourd'hui, Super. 2 ans après. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que petit à petit, je leur ai transmis surtout une méthode de travail. C'est ce que j'allais te dire. Et pas, tiens, il faut faire ça, Ouais. mais plutôt, comme on en parlait, comment on étudie un marché, comment on trouve sa stratégie. Le raisonnement derrière. Le raisonnement, en fait. Vraiment, je leur ai appris à réfléchir la façon de travailler. Et par contre, je leur ai mis en place tous les outils que j'utilise quotidiennement qui facilitent ce travail-là, les fichiers Excel, etc., que j'ai construits, pour que derrière, eux, ils aient juste à se concentrer sur le mettre en application dans leur marché, dans leur niche. Et après, bien évidemment, c'est le côté rassurer les personnes, parce que souvent, les personnes qui en sont à ce niveau-là, même avec la méthode de travail, ils vont avoir besoin de quelqu'un qui leur dit « Ok, attention, tu as vérifié ça, tu es sûr que ça ?» ou juste leur dire « Ok, c'est bon, vas-y, go, toutes tes analyses sont ok, il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème là-dessus. » Souvent, ils ont besoin d'un feu vert. Ils ont besoin d'un feu vert. C'est ça qu'en fait, parce qu'ils ont personne autour d'eux qui a déjà fait, ou même, c'est juste que comme c'est quand même des grosses sommes d'argent, 100, 150 000, 200 000 d'investissement, ça fait un peu peur aussi. Même ces montants-là? Ouais, même ces montants-là, parce que... C'est quand c'est le premier. Exactement. Quand c'est le premier et que la personne se dit « Ok, j'ai un salaire de... » Là, je prends les exemples des personnes en région parisienne, 2 3 000 euros. Je vais investir, je vais m'endetter à 200 000. Ouais, je vais devoir rembourser pendant 20 ans, 25 ans. Et c'est juste leur faire prendre conscience que tant qu'ils achètent au bon prix, c'est-à-dire que si demain, après travaux, ils doivent revendre et que ça leur coûte pas plus cher que ce qu'ils vont pouvoir revendre, ils se sont sécurisés à ce moment-là. Non mais après, je pense qu'on a la même approche de l'invest. Voilà, même approche. Et donc, c'est pour ça que je peux... Mais d'ailleurs, tu peux dire le nom de ta société? C'est Meraxia. Ouais, j'avais peur de l'écorcher. Donc, tu as bien fait. Mais Meraxia. Donc, par contre, j'ai vu que tu n'avais pas de site, c'est ça? Exactement. Ça va être fait ou pas, ça? Sûrement. Aujourd'hui, la plupart des personnes qu'on intègre, on intègre à peu près 6 personnes par mois. La plupart des personnes qu'on intègre viennent par le bouche-oreille de nos anciens élèves qui ont du coup passé à l'action. On a pas mal sur Instagram du coup qui viennent naturellement parce qu'ils voient un peu comme tu disais, le contenu, que c'est pas vendeur de rêve, qu'on n'est pas là pour mettre de devenir rentier en 6 mois, etc. Par contre, vraiment la promesse qu'on a, c'est d'arriver à les structurer, leur donner une vraie stratégie individuelle. Chaque personne qui passe a sa propre stratégie sur les prochaines années en individuel. Et par contre, après, surtout d'apprendre une méthode de travail pour que, ok, on les accompagne 6 mois, mais après les 6 mois, derrière, on continue de les accompagner, mais en étant moins intense, ils puissent dupliquer aussi les projets. Ok, mais tu n'as pas ressenti aussi que les gens, je sais pas moi, coachés, après, tu as un gros taux quand même parce que j'ai l'impression que tu vois, moi, les stats qu'on m'a dit là, ces derniers temps, ces derniers mois sur la formation immobilière, c'est que c'est le contraire de tes stats. C'est-à-dire qu'il y en a qui se forment et 90, allez, on va prendre 90, ne passent pas à l'action. C'est un peu ce qui est reproché. Et c'est pour ça qu'un peu, je pense, et à raison, que le coaching un peu a ses lettres de noblesse là, depuis plusieurs mois. Alors même s'il a toujours existé, mais depuis un an et demi, j'ai l'impression que quand même, il y a des personnes, des bonnes personnes qui ont exécuté, qui ont fait, qui en sont en train d'émerger. Et c'est ce que je te disais un petit peu en off, c'est cette nouvelle vague un petit peu de coachs qui arrive. Bon, il faut les sélectionner, mais que j'ai l'impression qu'ils arrivent et qui sont un peu câblés, bienveillants, et qui ne sont pas là à faire des fausses promesses, quoi. Voilà, c'est un peu l'impression, quoi. C'est un peu, je pense, la voie un peu naturelle, dans le sens, comme tu dis, aujourd'hui, le marché de la formation est un petit peu inondé. Et comme je dis à des personnes, je dis aujourd'hui, pour démarrer, il existe plein de formations IMO qui sont très bien pour comprendre un peu la théorie. Ils ont centralisé, simplifié un petit peu toute la théorie qui peut exister. Mais après, souvent, le blocage, comme tu dis, aujourd'hui, ils sont entre 10 et 15% de passage à l'action sur la formation. C'est que on n'a pas la mise en pratique, on n'a pas de stratégie. Donc, une personne qui se dit, tiens, je vais investir en immobilier, mais sans savoir dans quel secteur, quel type de bien, quelle structure juridique, fiscale, etc., en fait, dans 2 ans, elle y est encore parce qu'elle va se poser trop de questions. Et le côté coaching accompagnement est venu naturellement en disant, en fait, on vient amener ce côté un peu plus personnalisé
derrière. Complètement, ouais. Alors moi, j'aime bien séparer par contre coaching de accompagnement. Ok, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se développent en coaching. Ouais. Sauf que le coaching, c'est un peu le principe de dire, on vous met quelques vidéos de formation un peu théorie pour que vous compreniez comment on fonctionne, etc. Et on fait du coaching en mode 30-40 personnes sur une visio ensemble. Donc déjà, c'est plus de la masterclass où on présente un sujet. Et par contre, quand vous voulez, vous nous appelez. Très bien. Donc, par exemple, la personne va m'appeler, va me poser une question, et je vais répondre à sa question. Oui. Mais en fait, je ne connais pas forcément personnellement cette personne. Elle va me dire, tiens, est-ce que je fais ça, je fais ça. Je vais lui dire, ok, oui, tu peux faire ça. Par contre, en fait, elle a juste une réponse qui est un petit peu généralisée, qui n'est pas forcément adaptée à sa situation. Et l'autre côté accompagnement, pour donner un exemple de ce qu'on a, c'est que chaque élève qui rentre chez nous a une fiche complète sur son profil. Je sais exactement chaque personne, quel salaire ils ont, quelle situation ils ont, quelle épargne, quelle fiscalité, ce qu'ils ont déjà fait comme projet, quels sont les objectifs, quelles sont leurs peurs, quel est leur profil psychologique aussi, quelles sont leurs attentes, pour que derrière, quand ils viennent poser une question ou qu'on fait un rendez-vous de coaching, mais derrière, en fait, on va donner des réponses qui sont ultra personnalisées. Et souvent, on leur dit, quand on fait des réponses dans des groupes, on dit, OK, on a dit ça à telle personne, parce que telle personne est dans telle et telle situation. Tu parlais tout à l'heure de la SRL famille que je m'applique pour moi. Oui. Et pareil, en fait, on est venu sur le même résultat, dire, attention, ça s'appliquait à Joris à ce moment-là. Peut-être que vous qui êtes en train d'écouter, ça ne s'applique peut-être pas forcément pour vous à ce moment-là. Et moi, c'est vraiment la vocation de l'accompagnement, comme je le vois, c'est de dire, on vient... Chaque individu, on les met en groupe pour qu'il y ait cet effet un peu communauté, dynamisme, etc., qui est hyper boostant. Par contre, chaque personne a vraiment un suivi personnalisé tout au bout. Et ce qui nous permet que dès que la personne nous pose une question, on peut être hyper réactif dans la réponse et que la personne derrière, ayant une réponse réactive, elle puisse faire une offre d'achat ou aller signer un compromis rapidement. Ok, non mais je vois très bien ce que tu veux dire. Après, donc, dans ton écosystème, tu as l'investissement locatif, le marchand, la boîte de coaching, du coup, Meraxia. Exactement. Est-ce que Meraxia, si on est un peu transparent, ou en tout cas, peut te permettre de leverager, aussi t'aider pour la produit marchand ou pas du tout? Elle peut. Aujourd'hui, la vocation que j'ai avec Meraxia, c'est plutôt de me dire, je veux... En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai développé cette boîte et je la développe encore, c'est que techniquement, de cette société-là, je n'ai pas besoin d'argent. Okay. Et ça me permet de prendre des décisions sur le développement uniquement basées sur le produit qu'on délivre. Ah oui. Aujourd'hui, je vis très bien l'immobilier, mes projets de marchand, etc. Je n'ai pas un très gros train de vie. Par contre, ce qui me fait plaisir, c'est de me dire, OK, aujourd'hui, on a accompagné plus d'une centaine de personnes à investir dans l'immobilier. On a ce taux de réussite à 80% à peu près sur le passage à l'action de ces personnes-là, qui en général ont une offre d'achat en 3 semaines, à peu près, pour donner les ordres de grandeur. Ah ouais. Moins de 5 visites et 3 semaines, ça c'est nos stats. Elles n'avaient jamais fait avant? Elles n'avaient jamais fait. Dès jour 1, elles te font le coaching, j'imagine, les premières sessions, j'imagine. C'est ça. Et dès qu'elles vont sur le terrain, au bout de 3 semaines, un mois, première offre d'achat. 3 semaines, un mois. Ah, ils sont acharnés. Hein. Non, c'est souvent des gens, et ceux qui passent le plus vite, c'est ceux qui n'ont pas fait de formation avant, en plus. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été matrixés un petit peu par d'autres choses. On a une méthode de travail très simplifiée et très focus, un peu en mode entonnoir, tunnel. On va dire, voilà, tu as ça, tu fais ça, étape 1, étape 2, étape 3. Tu fais ça, tu suis, fais confiance au process, et c'est là la partie difficile, ceux qui ont déjà fait des formations, fais confiance à notre process, et tu verras. Et en fait, comment on vient faire des projets simples et efficaces, comme tu le dis, le premier projet, c'est pas celui où tu vas dégager le plus de renta, parce que tu vas prendre de l'expérience et voir si ça te plaît ou pas. Mais en fait, on va simplifier ces étapes-là pour que rapidement, en 1 mois et demi, 2 mois, ils aient signé un premier compromis et on va souvent se concentrer déjà sur le deuxième projet derrière avec eux. Donc en fait, la vocation après qu'on a là-dessus, c'est que moi je me suis passionné du développement de business. Du coup, je parlais un peu tout à l'heure, c'est que ok, c'est bien, ça tourne, les gens ils ont leur réussite. Maintenant, mon objectif global, c'est de me dire comment je pourrais aider toujours plus de personnes en gardant le même niveau de réussite et la même satisfaction derrière. Chaud ça. C'est chaud parce que souvent, tu as ce côté de dire,
je scale, je fais grandir la boîte parce qu'on a de la demande. Aujourd'hui, on refuse pas mal de personnes. On sélectionne énormément les gens qu'on intègre dans l'accompagnement aussi. Parce que Tu ne prends pas tout le monde. Non. En fait, on sélectionne chaque personne pour être sûr qu'on peut les aider à 100%. Alors, tu vois, je vais te poser une question, mais comment tu sais qu'une personne ne va pas aller au bout malgré qu'elle soit, volontaire? Alors, en fait, on a un critère principal qui est déjà le côté financement. Ah oui, voilà, ça filtre. Aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, malheureusement, une personne qui vient nous voir et qui veut intégrer là dans le mois et qu'on sait que sur les 6 prochains mois, techniquement, elle ne serait pas finançable, ou elle n'a pas de possibilité, on essaie bien sûr de réfléchir à plein de solutions, sûr, etc. Ouais. Si on en découle à la fin du premier rendez-vous d'appel avec elle que dans ce timing-là, elle n'est pas, on va dire, bah, écoute, peut-être qu'on va t'intégrer dans 3-4 mois si la situation s'améliore, etc. Bien évidemment, on ne lui dit pas non, c'est mort à vie, mais c'est juste, ok, tu peux mettre ça et ça en place pour améliorer un peu ta situation, et d'ici 1 mois et demi, 2 mois, on se recontacte, et si ça s'est fait, là, on pourra t'intégrer. Mais il n'y a aucun intérêt pour la personne de nous rejoindre et qu'on fasse une accélération, un accompagnement pendant 6 mois, si au finalement, elle n'est pas finançable, parce que elle va être frustrée là-dessus. Donc déjà, ce critère est un gros critère. Et le deuxième, c'est le temps. Parce que, comme tu dis, toi, tu fais de la partie clé en main. Ouais. Mais en fait, on s'est rendu compte aussi sur les premières personnes qu'on avait, des fois, qui ne passaient pas à l'action. On s'est toujours posé la question du pourquoi et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mais certains, c'est parce que chef d'entreprise, beaucoup de responsabilités au niveau de leur boulot pro, côté mais perso aussi. Tu sais que les deux se complètent, hein. Complètement. Ah ben, 100% d'accord. Tu vois, En fait, nous, on l'avait pas vu, hein. Les deux se complètent parce que aujourd'hui, ben, des personnes qui me contactent ou qu'on va creuser dans les premières questions, dire ok, t'es motivé, très bien. Combien de temps concrètement tu peux te libérer? Parce qu'en fait, il faut le faire comprendre aussi que les gens doivent prendre conscience qu'il va falloir mettre du temps en face de cette nouvelle activité et du temps qu'aujourd'hui, il va falloir qu'ils libèrent de autre chose. Tout à fait. Ouais. Donc, par contre, s'ils se disent, ben non, finalement, moi, par exemple, en 4 mois, c'est pas possible, ok, on se recontacte dans 4 mois, on en rediscute. Ouais. Par contre, qui me dit, en fait, non, pas du tout, parce que je pars vivre à l'étranger ou tel truc, bon, mais toi, c'est pas compatible. Exactement. À l'instant T, ouais. C'est pas compatible à l'instant T. Si tu as vraiment envie d'investir, plutôt rediriger vers quelque chose qui est clé en main, entre guillemets, où ça te permettra quand même d'investir, mais tu n'auras pas de temps toi-même à dégager. Donc l'idée, c'est ça, comme tu dis, c'est nous, on sélectionne bien pour être sûr que la personne, dans les 6 mois, elle ait au moins son prochain projet. Et après, derrière, ce qu'on est en train de faire, c'est que moi, je développe beaucoup le côté structuration d'entreprise pour me dire, OK, demain, si là, on est à 6 élèves par mois, d'ici début 2025, si on dit on monte à 10, OK, mais à 10, il faut qu'il y ait telle personne en plus dans la société qui puisse suivre, que ce soit en termes de coaching, en termes de marketing, en termes de qui fait tout suivi. Ça On est un petit peu moins d'une dizaine aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, c'est pas le revers, mais quand tu fais un coaching ou un coach, tu vas avoir le coach. Tu vas avoir Joris Crouzil. C'est ce que je pensais. Alors vas-y. C'est ce que je pensais, sauf que aujourd'hui, je ne vends pas ma personne, on vend un écosystème. Ouais. Et en fait, c'est là où je pense avoir bien réussi sur cette partie-là, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai, moi, personnellement, appris d'expérience, etc., je l'ai retransmis un maximum dans la simplification des outils, de la méthode et de la stratégie. Du coup, comme on a quelque chose qui est simplifié, l'important, c'est qu'on ait des personnes qui puissent répondre rapidement aux questions. Je prends l'exemple, aujourd'hui, si j'étais tout seul en tant que coach, on aurait moins de résultats qu'aujourd'hui où j'ai 2 anciens élèves qu'on a intégrés en coach, Adrien et Alaïs, depuis 1 an aujourd'hui. S'ils n'étaient pas là, on aurait beaucoup moins de résultats. Pourquoi? Parce que moi, je suis sur d'autres activités, marchand de biens, immobilier, le développement aussi de la société, la communication. Et à ce moment-là, aujourd'hui, je prends un exemple, on va avoir peut-être une trentaine de messages par jour sur le groupe de discussion où on répond aux questions régulièrement. Ils modèrent, c'est eux qui modèrent ça. Exactement, c'est-à-dire que je sais que dans les 24 heures, il y a une réponse. Ouais, ça c'est hyper important. C'est hyper important. Moi aujourd'hui, je sais que je ne pourrais pas forcément être capable d'amener autant de réactivité sur les réponses. Même si je le voudrais, mais avec plusieurs activités à côté, je sais que je ne suis pas forcément capable.
La qualité de réponse, elle est la même parce que c'est déjà des personnes que j'ai accompagnées depuis 2 ans qui en sont à leur 6e projet. Ouais. Donc, niveau capacité, ils sont capables d'accompagner des gens qui sont sur un premier, un deuxième projet. Complètement, ouais. Complètement. Après, par contre, on a des moments où les élèves vont avoir des questions un peu plus poussées, juridiques, fiscales, etc. Ouais. Automatiquement, on a une ligne directrice, c'est que personne ne répond s'il n'est pas sûr à 200% de la réponse. Et là, ils te sollicitent si... Exactement. Là, à ce moment-là, ils me taguent. Moi, dans mes messages, de toute façon, j'essaie d'y passer une fois par jour, une fois tous les 2 jours maximum, où je réponds à tout le monde d'un coup. Ouais. Donc, des fois, il y a besoin de réactivité dans les 2 heures. Je sais qu'ils le sont. Par contre, moi, je sais que le soir, ou hop, entre midi et 2, je prends un message, je réponds un petit peu. Bien évidemment, si je vois que je suis tagué, je vais répondre en priorité sur ces messages-là. Ouais. Et même pour du suivi individuel un peu poussé, qu'on fait en visio, etc. Mais par exemple, la dernière fois, il y avait une personne qui voulait un peu plus d'infos sur la SRL de famille. Ah, voilà. Exactement. Ouais. Bien évidemment, les coachs le savent parce que je les ai formés là-dessus, etc. Mais ils ne connaissent pas encore tous les détails, toute la chose, parce qu'ils ne l'ont pas encore vécu. Et donc là, naturellement, je reprends la main. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'écosystème, je suis toujours présent. Dès qu'il y a un besoin, je serai là à 100%. Par contre, en fait, c'est de se dire qu'on a 80% des questions qui nous arrivent aujourd'hui, qui sont des questions classiques de quand on démarre. D'accord. Et que là, j'ai plus trop de valeur, entre guillemets, ajoutée là-dessus, parce qu'on a des gens très compétents qui font partie de l'écosystème, qui ont déjà toute la méthode de travail qu'ils ont appliquée eux-mêmes, qui peuvent répondre à ces questions-là. Et ensuite, on a aussi d'autres coachs que j'ai sous la main, qui vont intégrer au fur et à mesure qu'on va faire grossir le nombre d'élèves qu'on rentre, et qui, eux, vont être spécialisés travaux marchands de biens aussi. Ok. Parce que moi, la partie travaux, je gère, je maîtrise. Ouais. Mais le côté technique, c'est pas ma zone de génie parce que j'ai beaucoup délégué, j'ai beaucoup fait faire. Par contre, quand tu as des personnes qui gèrent des énormes chantiers, qui ont des boîtes de travaux depuis des années, qui sont marchands de biens, etc., ça fait encore une plus-value encore meilleure que si j'étais tout seul au final. Exactement. Ouais. D'accord, ok. Parce que tu alternes entre visio et message. C'est ça que tu En fais fait, on a, pour donner un peu l'écosystème, la personne, elle rentre dans l'écosystème, je fais bilan stratégique avec chaque personne qui rentre. Ça, c'est moi qui le fais parce que, du coup, ça me permet déjà de voir chaque personne qui rentre. On a toute la fiche descriptive de l'élève et on va lui donner une vision sur sa stratégie personnalisée sur les prochains mois, les prochaines années. Ensuite, elle intègre un écosystème avec des vidéos pour la méthode de travail, tous les logiciels, etc. qu'on utilise. Et un groupe de discussion sur une application qui s'appelle Slack, dans lequel ils peuvent poser des questions, même à vie, après les 6 mois. Et après, ils ont des coachings collectifs en petits groupes de 10 et du suivi individuel pendant les 6 mois. Ok. Ouais, donc, mais bon, je comprends ton truc coaching accompagnement parce qu'il n'y a pas de mots qui fédère ou en tout cas qui synthétise ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement il y a des fois tu doses le coaching mais tu doses aussi l'accompagnement. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu difficile à résumer. L'idée c'est se dire, nous ce qu'on a voulu faire c'est mettre un écosystème en place qui permet la réussite de l'élève. Et donc on est venu ajuster régulièrement, on dit tiens, ce qu'on fait toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Bien sûr. Là ce qu'on fait c'est qu'on rajoute des week-ends aussi de terrain, où on fait pendant le week-end on regroupe une 20aine d'élèves. On va visiter des chantiers, on va faire des conférences, etc. C'est bien ça. Pour donner un coup de boost, on en fait un peu partout en France. On rajoute des masterclass tous les mois sur des sujets un peu plus poussés, marchands de biens, locaux commerciaux, etc. C'est pas un coaching là. En fait, l'idée, c'est ça, c'est se dire, ok, moi, mon objectif, mon rôle en fait dans la boîte, c'est de penser aux nouveaux produits, aux nouvelles choses qu'on peut ajouter pour que les personnes, en fait, elles aient toujours une meilleure qualité sur ce qu'on leur propose. Ok, non, et moi je trouve ça très malin et puis en plus c'est vrai que de faire des masterclass aussi des chantiers, parce que nous on fait aussi des visites chantiers avec certains partenaires, ils sont contents, tu vois, parce que même l'IMO c'est du produit matériel, physique, c'est matériel, et puis ils te disent toujours ouais mais tes travaux tu les fais comment, il y en a des partenaires ils viennent pendant les travaux et aux finitions. Je trouve ça malin quoi. Bon, nous on n'a rien à cacher donc les gens ils viennent quand ils veulent, mais ça m'a interpellé au début. Je dis mais bon, non, venez quoi. En fait, c'est ça, c'est que je me suis rendu compte que ce qu'on a apporté, bon déjà c'est cool de les voir en présentiel, ça fait une énergie différente. Ouais, c'est clair. Mais c'est aussi de se dire, en fait, moi je me suis toujours dit, quel est le point qui bloque et comment je peux le débloquer. C'est toujours ma recherche. Exactement, c'est toujours ma recherche, me dire à chaque fois, dans toute l'étape, qu'est-ce qui bloque aux élèves et qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour les débloquer plus facilement. Souvent, c'est dire, OK, on vous donne toutes les méthodes pour estimer les travaux, on vous donne les bons partenaires, etc. Mais il y a beaucoup cette appréhension des travaux sur les premiers projets.
Et donc, on s'est dit, en fait, si on arrive à faire en sorte de leur donner cette expérience-là, de voir vraiment comment les travaux, comment on les réfléchit, comment on visite des biens, c'est encore quelque chose qui va permettre de débloquer plus rapidement Et les élèves. tu communiques sur le prix ou tu le gardes un peu discret? Sur le prix de l'accompagnement, Oui. aujourd'hui, donc là on est en juillet 2024, on a 3 500 €. Ouais. On va passer à 4 000 € à partir de septembre, Ouais. puisqu'on rajoute les masterclass, etc. Et après, en gros, un vrai accompagnement, un peu cet écosystème, en général, on est plus entre 5 000 – 6 000 €. Ok, ouais. L'idée, nous, c'était de commencer sur un prix abordable pour créer vraiment cette Bien sûr. communauté, Ouais. ce réseau. Et puis petit à petit, en fait, on rajoute pas mal de choses. Non, mais je pense que derrière. tu as bien raison. En tout cas, les gens connaissent bien maintenant le fonctionnement de Meraxa. Bon, à mon avis, les 10 personnes, à mon avis, vont arriver rapidement, assez rapidement, et c'est normal. Donc l'écosystème, si on fait un résumé, donc investissement locatif, tu mets pas en pause, mais presque Non, quoi. ouais, en fait, là, on s'est dit, 2022, je quittais mon boulot, on met mon père à mi-temps, la banque, elle va plus suivre. Donc en 2022, on a fait qu'un projet, je crois. En 2023, je me rends compte qu'en fait, la banque peut nous suivre quand même en SCI, en financement. On en fait un ou deux. Et après, on en veut en faire d'autres, des plus gros. Et là, la banque, elle tique parce que, ouais, mes gros projets, ouais, vous avez beaucoup d'encours, etc. Et honnêtement, j'ai passé tellement d'énergie pour avoir un projet à 150 000 €. En comparaison, j'ai fait un projet à 600 000 en marchand qui m'a demandé une semaine pour être financé. Là, je me dis, OK, le locatif, c'est bien. Ça tourne. On est en train d'arbitrer certains, les premiers, etc. pour récupérer de la trésor, pour réinvestir. On aura une base qui va tourner. Est-ce que c'est toi qui paye? Tu fais pas de financement sans crédit Ce que je veux dire, c'est ton argent propre en marchand? Non, on fait du crédit. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des marchands de biens aussi qu'on connaît qui, c'est pas leur argent au début, c'est d'investisseurs privés avec des obligations. Non, là, Il y a là en cette, fait, on passe avec la Caixa. Ok, oui, banque oui, qui est très connue. exactement, très connue, assez simple. Cher mais connu. Exactement. Mais bon, je dis ça, mais... Plus c'est simple, plus c'est cher. Ah ouais, voilà, c'est... Plus c'est Non, simple, mais ce plus que je c'est veux dire, cher. il n'y a pas de mauvaises intentions de mon Non. discours, c'est de dire, voilà, il y a des Ils sont règles. chers, ouais. comme ça. Ils sont chers, mais en fait, quand tu démarres, quand tu as zéro antécédent, entre guillemets, en tant que marchand, Ouais. c'est celle qui te prête, alors qui te prêtait aujourd'hui, je crois, qui resserre un peu les taux, mais qui te prêtait assez simplement. Donc du coup, premier projet, on passe par eux, ça se passe bien, deuxième, on passe par eux, et petit à petit, avec l'expérience, on ira peut-être chercher des investisseurs privés ou chercher autre chose. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, sur le marchand, on reste sur du financement bancaire, et l'apport, on le met, nous, de notre argent perso Ok. qu'on a récupéré de l'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, je me rémunère très peu de l'immobilier. Par contre, on fait tourner un peu l'argent. Ouais, tu es plutôt frugal pour pouvoir développer Exactement. les boîtes et les développer sociétés, un bien peu sûr. plus les boîtes. Et donc, voilà. Donc, sur locatif, on s'est dit, on commence à avoir une bonne base qui tourne. On essaie de plus en plus de faire de la gestion simple, entre guillemets, puisqu'on gère tout nous-mêmes. Donc, moins de rotation de locataires, à part le Airbnb où là, on l'automatise. Mais le reste, comme tu disais, les colocs, peut-être plus trop en faire. Faire la location à l'année. Mais on pourra en discuter des colocs, Ouais. parce que moi, c'est ma thèse d'investissement. Mais je pense qu'en fait, sans parler des colocs, je trouve que ta thèse, en fait, en avançant, tu vois, depuis 3 ans que moi je suis à mon compte, qui est la même un peu analyse que toi, de créer un écosystème et d'être entrepreneur dans l'immobilier, c'est parce que, tu sais, pour juste revenir, pour que je blaguais un petit peu, devenir rentier. En fait, moi, je préfère l'expression vivre de l'immobilier. De l'écosystème. Ouais, mais vivre de l'immobilier, ça veut dire quoi? C'est créer des boîtes dans l'immobilier. C'est pas genre un nom propre. Tu peux pas être rentier ou vivre de l'immobilier. Ça n'existe pas. Par contre, vivre de l'immobilier, c'est être agent immobilier. On leur tape un peu dessus. Il y en a des bons, des moins bons. Non, mais ce que je veux dire, on est assez critique. On les taquine un peu. Il y en a de très bons, mais c'est déjà un premier pied de vivre de l'immobilier, c'est d'être agent immobilier. Après, tu as les boîtes de travaux, tu as les boîtes de clés en main, tu peux être chasseur, tu peux être diagnostiqueur, géomètre. Je veux dire, c'est un peu plus délicat, mais il y a quand même des métiers qui gravitent autour du monde de l'immobilier. Et pour moi, c'est ça ma définition de vivre de l'immobilier, tu vois. Ouais. Donc en fait, et je trouve que tu vois, en avançant et en te rencontrant, parce que tous les gens veulent de la rentabilité. Donc tu te dis, ok, allez, je fais des immeubles de rapport, location courte durée à fond. Mais il y a un moment donné où, alors moi j'aime pas le mot scaler, le mot dupliquer. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as créé un process, ok, comment je fais pour le recopier
et, C'est ça. et le dupliquer. Et c'est exactement ce que tu fais. C'est-à-dire qu'en fait, à aujourd'hui, maintenant, avec tous les outils, dupliquer une méthode, un process en location courte durée, c'est possible. Exactement. Dupliquer quelque chose dans la location nue, j'en parle pas, c'est même... tu es passé par la face nord, donc Ouais, c'est ça. quand tu fais la courte durée, la location nue, c'est facile. Les colocs, c'est moins évident à Je pense que automatiser. c'est possible. Ouais. Alors, c'est possible. Ouais, après, nous, on en gère beaucoup quand même sur Montpellier. Automatiser comme la location courte durée, je pense que c'est pas possible. Et le côté passif location nue, c'est pas si évident que ça. En fait, c'est un peu entre les deux. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui veulent pas faire la courte durée et la location nue, la coloc est parfaite. Je veux dire, il n'y a pas de sujet. Mais il y a un côté gestion qui est complètement différent des deux stratégies qu'on vient d'évoquer. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, en te rencontrant, je me dis que si les gens ils veulent dupliquer dans l'immobilier, être tranquille et mêler rendement et on va dire une stratégie patrimoniale, ta stratégie est quand même très 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 bonne. De mon point de vue, de mon analyse, si je commence à... C'est ça, et après, ce qui est intéressant sur le côté immeuble, c'est qu'au final, à l'intérieur, on peut un peu avoir plusieurs stratégies. Exactement. Là-dessus. Et en fait, nous, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'on ne va pas forcément dire, tiens, je vais chercher forcément une coloc ou chercher quelque chose. On se dit, tiens, on a un produit qui paraît intéressant, on calcule un peu les chiffres et on voit après ce qu'on peut faire à l'intérieur. Je prends l'exemple des T4, par exemple, on a un immeuble avec 4 T4 et 3 T2. Se dire, OK, au final, on prévoit tout en location à l'année. Et là, on s'était dit, le temps des travaux, peut-être que finalement, un T4, on le passera en coloc pour aller optimiser un petit peu le rendement. Mais au final, c'est se dire, OK, finalement, je vais chercher à aller plus. Et souvent, des personnes qui se disent, ouais, OK, mais j'ai peut-être pas tant de cash flow que j'aimerais, mais j'aimerais quitter mon salariat, etc. Mais je leur dis, après, tu as certains appartements, même que tu as déjà acheté, tu peux aller les optimiser, soit passer en courte durée, soit passer en colocation. Et en fait, avec le même patrimoine, tu vas y passer plus de temps, mais comme tu as récupéré du temps de ton salariat ou tu as levé le pied, mais en fait, c'est un peu le côté business. Tu dis, OK, maintenant, je mets mon temps, mon énergie un peu dans ce projet-là pour aller l'optimiser. Ouais, mais tu vois, je fais juste un petit léger focus sur la coloc. La coloc, c'est le gestionnaire. Parce que faire les travaux à meubler, honnêtement, c'est pareil. C'est un sprint, je vais dire, je dis une connerie de 4 mois, mais la gestion locative, c'est un autre sujet. Mais du moment où tu l'as bien trouvé, ça roule. Hein. Ouais. Et tu vois, même il y en a, on a des clients qui passent pas par nous faire la gestion, ils ont encore du cash flow. Je veux dire, il y a des trucs un peu sympas à faire. Mais il faut en être conscient des avantages et inconvénients de chaque stratégie. Voilà. C'est ça. C'est ça. Il n'y aura pas une, c'est, comme tu dis, comprendre chaque stratégie et puis après l'adapter à ce qu'on veut faire. Bon, ok. De toute façon, le temps file, Joris, mais j'ai quand même des choses un peu à évoquer. J'ai deux autres choses à évoquer avec toi. Les travaux, tu m'as dit que tu as une boîte de travaux aussi. Ouais, je suis associé dans une boîte de travaux. Tu l'as fait bosser un peu, Ouais, on développe un peu là-dessus côté Perpignan. Perpignan, sur Perpignan. Okay. Et en fait, là, le rôle, c'est un peu de mettre un peu les process aussi là-dessus et de pouvoir aussi avoir des gens de confiance sur place. Ouais, ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Autre sujet, tu me parlais là, avant qu'on appuie sur le bouton enregistrer, que tu étais business angel. Ouais. Que tu as investi quelques millions d'euros dans différentes boîtes. 10 millions, c'est mon côté rentier, ma villa à Bali. J'ai revendu ma villa. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant, c'est que, je vais te laisser développer la réponse, mais c'est que dans ton parcours, tu as fait les étapes. Crescendo. Alors, certes, pour certains, tu allais un peu vite parce qu'il y avait un côté ingé, côté process. Il faut pas se mentir, ton père a quand même eu un historique, mais tu as su en bénéficier et accélérer. Parce qu'il y en a, ils voient papa et maman faire, ils ne voient rien, je veux dire. Non, mais il faut aussi reconnaître aussi ça. Donc, tout ça te permet de générer un écosystème, de générer du cash et de pouvoir redistribuer. Et mine de rien d'être BA, donc Business Angel, c'est investir dans l'économie réelle. Donc ça, tu le fais au travers de... Alors, raconte-nous en quelques minutes cette nouvelle carte que tu fais depuis combien de temps à peu près ? Alors, le premier Business Angel, c'était il y a 1 an et demi, à peu près. Ouais. Mais là, depuis quelques semaines, je m'y intéresse de plus en plus. Comme tu dis, parce que l'écosystème tourne bien, la trésorerie un peu qui se dégage, c'est dire, bon, je ne vais pas le placer sur un livret A, ça ne va pas en rapporter grand-chose. Mais par contre, depuis un peu plus d'1 an, j'ai cette mentalité qui est vraiment passée côté entrepreneur. Ouais. Gestion du temps, optimisation, valeur du temps. Et
Je kiffe en fait prendre conscience, dire tiens, j'ai ça, comment je pourrais aller l'améliorer, comment je pourrais l'automatiser, le déléguer, etc. Et ce qui m'a fait rencontrer du coup pas mal d'entrepreneurs aussi dans des écosystèmes, dans des domaines complètement différents. Donc le premier business angel que j'ai fait, c'était simplement par un ami sur le domaine immobilier qui fait la gestion locative sur Marseille, qui m'a dit écoute, il y a une personne qui fait une petite levée de fonds en business angel. C'était donc il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près. En plus, région toulousaine, enfin Tarn, Albi, région toulousaine, donc par hasard. Ton fief, quoi. Mon fief. Je dis, tiens, c'est quelqu'un de Marseille qui me recommande quelqu'un du Tarn. Elle fait une application de gestion patrimoine immobilier. Donc, dans mon domaine que je connais un petit peu, donc Colline 5.1, l'application HomeDom. Et donc, j'adhère avec l'écosystème qu'elle est en train de créer, avec la personne. Je pense que important, ça. Niveau business angel, je ne suis pas encore très expérimenté, mais je me rends beaucoup compte avec le recul qu'honnêtement, c'est une personne hyper inspirante, hyper impliquée, et que le porteur de projet est 1000% au-dessus du produit que tu veux créer. J'assimile ça aussi un peu aux joueurs, aux sportifs haut niveau, notamment aux joueurs de foot. Tu as beau être le meilleur du vestiaire, si tu n'as pas le mental d'aller jouer en pro, en fait, au final, les joueurs qui jouent en pro ne sont pas forcément les meilleurs techniquement, mais souvent ceux qui ont le meilleur mental et la meilleure envie et ambition en fait, d'y aller. Je suis d'accord. Donc là, c'est un petit peu pareil. Et depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, je commence un petit peu par des rencontres, des mises en relation, à rencontrer des entrepreneurs dans la PropTech, etc., qui développent soit des applications, soit des produits. Et voilà, je commence à m'intéresser un petit peu parce que ça me fait un réseau local, région Tarn, région toulousaine. Du coup, tu rentres dans un écosystème qui sort de tout ce qui est infopreneur de l'immobilier, coach, Instagram, etc. Tu retournes un peu à la vraie vie là-dessus. Tout à fait. Et en fait, je trouve hyper intéressant de comment ils arrivent à créer ça, comment ils arrivent à partir d'une idée et à l'amener vraiment en mode produit et à le pitcher, à lever des fonds, etc. De toute façon, j'adore apprendre et donc du coup, c'est un écosystème que je connais quasiment pas et donc de pouvoir rentrer un petit peu là-dedans. Et ce qui m'intéresse surtout, comme tu dis, c'est commencer un peu à mettre de l'argent et aider ces personnes-là pour développer leurs projets. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'ils font, comprendre comment ils font et je pense que d'ici 3 à 5 ans, ça pourra toujours me servir. Ah ben complètement. Et puis surtout, c'est que les startups, il y en a beaucoup qui arrivent pas au bout, qui décèdent, tout ça. Mais souvent, elles sont en amont aussi d'une hype, je sais pas comment dire, mais tu vois, par exemple, cette fille, elle arrive avec son idée, c'est peut-être l'application de demain de la gestion de patrimoine, c'est peut-être l'application de la gestion locative. Souvent, ils sont les startups, même si voilà, il y a eu une crise là qui est en train un peu de finir, mais souvent sont en amont de process qui vont peut-être être itérés dans les années à venir, tu vois. Donc, ce que je me rends compte, c'est que entre l'idée de départ et l'idée 1 an plus tard, quasiment, elle n'a rien à voir. Ouais, ça, je te confirme. Et du coup, c'est ça qui m'inspire beaucoup, c'est l'agilité. Ouais. En fait, l'agilité, de ne pas rester, et on peut le reprendre aussi sur l'immobilier, de ne pas rester dire je vais faire que ça parce que je sais que c'est ça qui fonctionne. Au contraire, c'est de prendre un max d'infos de ce qui arrive à droite, à gauche, et de dire ok, j'ai mon idée, je vais l'amener, mais attends, pourquoi je ne prendrais pas conseil de lui quand même? Il a 10 ans d'expérience de plus que moi sur la gestion de patrimoine, le notaire, l'expert comptable, si on reprend ce domaine-là. Bon, mais peut-être qu'en fait, mon idée, elle est bien de base, mais il faudrait que je la fasse un peu évoluer et je m'adapte en fait au marché qui évolue aussi et je m'adapte aux besoins parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire quand on développe une entreprise? Moi, je pars toujours de la fin. Quel est le besoin? Quelle est mon expérience? Et comment je l'amène? Je suis complètement d'accord avec toi. Non, mais en plus, surtout, c'est que tu vois, quand tu es DBA, tu vois, tu as 34 ans, l'expérience que tu as acquis, mine de rien, il y a ce côté un peu YouTube sphère, la vraie vie. C'est quand même intéressant pour le monde des startups, surtout dans le domaine qui est le nôtre, qui est PropTech, donc qui est la property tech, quoi, je veux dire. C'est pas à négliger, ça. Parce qu'il y a un regard. Moi, souvent, tu vois, c'est pour ça que je n'oppose pas les deux mondes, tu vois, YouTube et la vraie vie. Parce que moi, j'ai remarqué souvent que les gens de YouTube ont des stratégies ou un état d'esprit quelques années avant que ça arrive dans le monde réel. Souvent.
sur des stratégies immobilières, sur des modes de pensée, sur des modes de fonctionnement. C'est un peu ce que j'ai constaté. Donc je dis, les gens quand ils disent ouais mais c'est des vendeurs de rêves, ils comprennent. Non, je dis attends, calme-toi. Ouais. Souvent, il y a des strates tu vas reprendre dans ta startup dans 5 ans, qui va arriver sur le marché du commun ou le marché, on va dire, mass market dans quelques années. Donc, il ne faut pas tout opposer, mais tout peut être complémentaire. Ouais. Donc, bien sûr, il faut filtrer. Je ne dis pas qu'il y a tout qui est bien, mais il y a des choses quand même à prendre. Tu peux saupoudrer ton projet ou ton idée et rester alerte. Voilà, c'est un peu le message que je veux faire passer, quoi. Non, mais c'est ça, en fait, comme tu dis, c'est toutes ces personnes-là, finalement, quand tu crées une entreprise, tu es toujours un peu dans anticiper, ouais. Être un peu le premier sur une idée, etc. Clairement. Et l'amener et bien la cadrer, bien l'expliquer. Et donc, c'est vrai que quand tu vois toujours, il y a toujours une première, 2-3 premiers précepteurs, entre guillemets, sur ça. Et après, tu as une vague qui arrive derrière, qui reprend souvent les idées et qui développe. Ok, Joris. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai oublié d'aborder ? Je pense qu'on a fait un bon tour sur l'écosystème. Combien de temps qu'on tourne là ? Non, Tony, ça se fait quoi ? 1 heure ? 1h30 ? Oh là là, faut couper là. On n'est plus dans le concept là. On a dit 1 heure, 1 heure et quart. Non, mais bon, c'est pas grave. Quand les conversations sont passionnantes et qu'on parle immobilier, effectivement, ça pourrait durer quelques heures. Mais du coup, voilà. Si on a tout vu, tout parlé de ton profil, de ton actualité. Juste le futur un peu de Meraxia, c'est quoi ? C'est d'avoir 600... je sais pas, élèves par mois non. Toujours garder les 80% de réussite. Ouais. Ça, c'est l'axe de développement. Aujourd'hui, c'est de créer de plus en plus cette communauté, de vraiment les faire de plus en plus rencontrer. Des événements apéro un petit peu tous les mois, on va faire dans plusieurs régions. Les week-ends qu'on fait tous les 3-4 mois. Vraiment créer ce dynamisme parce qu'en fait, on se rend compte que c'est notre vraie valeur. C'est tous nos premiers élèves qui aujourd'hui nous recommandent à droite, à gauche, sont un peu nos ambassadeurs au final. Donc vraiment, garder cette image comme tu l'as vu un peu, comme tu ne me connaissais pas forcément au début. Non. Et quand tu allais, comme tu disais, un peu sur mon profil, je pense que tu as vu un côté un peu professionnel, de quelque chose un petit peu cadré. Et c'est vraiment l'image que je continue d'avoir, comme tu dis, pas vendeur de rêve. Juste transmettre quelque chose qui finalement est devenu une passion, que je ne connaissais pas du tout il y a 6-7 ans. Et ma vision globale, c'est de me dire chaque personne devrait investir dans l'immobilier en France, même une résidence principale. Tu vois, pour moi, c'est se dire tu as 60 ans, tu es toujours locataire. C'est dommage parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as été en capacité d'être finançable pour acheter quelque chose. Et créer un patrimoine, même si finalement, ce n'est pas l'investissement locatif, mais c'est quelque chose que tu rembourses pour toi tous les mois. Voilà, la vision globale, c'est un petit peu celle-ci. Donc, on commence par l'accompagnement pour des gens qui sont déjà motivés, déjà un peu formés, qui avancent. Et petit à petit, c'est d'amener d'autres solutions autour de ça pour permettre à des personnes dans des situations différentes qui ne sont pas dans notre situation pour l'accompagnement, comme je disais tout à l'heure, de quand même pouvoir leur amener des solutions. Donc, le futur, c'est développement de Meraxia. Ouais, développement Meraxia. Et de se faire kiffer avec les équipes aussi en interne, parce qu'on commence à être quasiment une petite dizaine. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est faire évoluer mes équipes aussi. Ok. Et ça, c'est ton ancien côté manager sur les plateformes. C'est ça, manager, transmission derrière. Bon, ok. En tout cas, moi, j'étais ravi de faire cet entretien, vraiment te connaître de visu. Et je ne doute pas que le futur de Meraxia soit dans les plans. Aucun problème avec ça. Merci beaucoup. Bon, j'espère que l'épisode vous a plu à tous. Et ben, on vous dit au prochain. Merci à vous. Bonne fin de journée. Ciao, merci beaucoup. C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais on ne va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours. Je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualité sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a 2 formats, l'accompagnement et le clé en main. Donc je vous dis à très vite. Ciao.